Le collaborateur, voilà. Et pour introduire cette ce premier débat de l'Institut Valmy, alors c'est pas vraiment le premier débat d'ailleurs, puisque c'est en réalité le deuxième, puisqu'on a fait une journée, un colloque d'une journée. Donc on va dire cette deuxième session de l'Institut Valmy, en attendant l'arrivée de Jean-François Vigier, qui est dans le couloir. Je ne sais pas si la jeune dame que j'ai vue... Excusez-moi, est-ce que ce serait possible... Ah voilà, il arrive. Il arrive bientôt, tout de suite. Oui. Donc, en attendant, je dirais, voilà, je vais demander à Jean-Baptiste Blanc, sénateur de Vaucluse, qui a joué un rôle éminent pour l'obtention de cette salle, grâce au réseau extrêmement fourni politiquement, dont il est l'héritier en tant que membre pilier du groupe LR dans cette noble institution, de bien vouloir nous accueillir comme il se doit, et de venir donc prendre la parole au parterre. Oui. Est-ce que ça marche ? Oui. Merci, cher Julien, Monsieur le Président. Institut Valmy, effectivement, pour vous dire un mot d'accueil. Monsieur le Président, un mot d'accueil. Bienvenue chez vous. Au Sénat, pour mot d'accueil à l'Institut Valmy, pour une première ici, en tout cas. Saluer Monsieur le député de sa présence, le plus éminent de nos constitutionnalistes également, et vous toutes et vous tous en vos grades, titres et qualités, et certainement amis de l'Institut. Voilà. Le Sénat est fait pour ça, pour faire rencontrer les territoires et dialoguer les idées. Et je crois que ça va être un de tes objectifs. Tu parles de réseau, mais c'est en fait, pour tout vous dire, c'est le réseau des Vauclusiens qui a été à l'œuvre pour obtenir cette salle et permettre cet événement. Voilà, donc j'en suis le très modeste représentant aujourd'hui de ce Sénat, et je crois pouvoir dire qu'au nom de Gérard Larcher et de tous les sénatrices et sénateurs, nous sommes les plus heureux de vous recevoir en cette fin d'après-midi, et en espérant qu'il y aura encore des rendez-vous à chaque fois que tu le voudras, car, je le redis, vous êtes ici chez vous. Merci. Merci Jean-Baptiste, et j'accueille, je vois Jean-Philippe Mallet, notre secrétaire général, qui fait son entrée. Alors effectivement, c'est pour un débat sur la décentralisation, je trouvais parfaitement logique d'être au Sénat et d'avoir d'ailleurs finalement, grâce à Jean-Baptiste, un conseiller départemental qui est également adjoint d'une commune, ce qui fait qu'on aura eu au moins en expression à peu près tous les mandats, puisque nous avons donc nous avons eu un sénateur conseiller départemental, nous avons un député conseiller régional, nous avons un maire conseiller régional, vice-président de l'AMF, un constitutionnaliste qui n'a pas de mandat, mais qui en aura peut-être un jour, s'il le souhaite. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Et puis, pour cette deuxième session de l'Institut Valmy, l'idée de faire réagir des gens qui, justement, ne sont pas membres de mon parti, comme celui de Jean-Baptiste, des Républicains. Je trouvais intéressant d'avoir Benjamin, qui vient plutôt de la gauche vénémentiste, si on peut le dire, qui est un Res Publica, qui est patron du comité scientifique de Res Publica. Jean-François Vigier, qui lui est à l'UDI, qui est président du groupe majoritaire à la région Île-de-France. Et puis Sébastien Chenu, qui est au Rassemblement national. Il devait y avoir un député de La République En Marche, mais malheureusement, il nous a fait faux bond, ce qui fait que ça ne marchera pas cette fois-ci. Mais en tout cas, ça n'était pas de notre je dirais, désir. Et puis, il y avait aussi l'idée d'avoir je dirais, des perspectives différentes. Par exemple, Jean-François Vigier, lui, a écrit un rapport pour Valérie Pécresse sur le choc de décentralisation avec une certaine vision. Benjamin Morel a lui aussi beaucoup écrit sur le problème de l'unité nationale et de l'évolution des grandes régions. Donc déjà, il y a, je dirais, des opinions différentes. Sébastien nous dira peut-être plus tard quelle est sa position par rapport à tout ceci. Alors ici, il y a deux sortes de gens, ceux qui ont lu le rapport et ceux qui n'ont pas lu le rapport. Pour la deuxième partie, afin que vous puissiez suivre la seconde partie de cette session, je m'en vais quand même vous résumer à grands traits ce rapport qui a été mis en ligne aujourd'hui, le premier rapport de l'Institut Valmy, qui est parti évidemment d'un diagnostic assez critique,
Parce que, vous l'aurez compris, moi je viens plutôt d'une tradition jacobine, et c'est vrai que nous vivons une époque où on vous dit toujours il faut un nouvel acte de la décentralisation, il y a une volonté de décentralisation, mais il y a un contraste, c'est que d'un côté, il y a effectivement une tendance à vouloir décentraliser, et de l'autre, tout le monde se plaint, peu ou prou, de l'état de l'art en matière d'organisation, tant administrative que politique de l'État. D'où ce paradoxe et la volonté de réfléchir et de se dire, mais finalement, quels sont les pièges de la réflexion ? Et parmi les pièges de la réflexion qui sont donnés par l'Institut Valmy, il y a l'idée finalement qu'on réfléchit parfois de manière un peu bonapartiste. Toutes les collectivités doivent se ressembler, elles doivent avoir la même taille, elles doivent avoir la même organisation. Donc on va retrouver au niveau communal la même organisation qu'au plan départemental, c'est-à-dire des gens élus avec un président d'exécutif. Est-ce qu'on ne peut pas interroger ça ? Est-ce qu'on ne peut pas interroger le concept d'asymétrie dans la taille des territoires ? Si on veut, à un moment donné, coller aussi à l'histoire, à la culture, à l'identité. Comment est-ce qu'on balance l'affectif, l'identité et les compétences ? Parmi les pièges de la réflexion, il y a aussi la logique managériale qui a conduit à réfléchir en masse critique et donc, quelque part, à faire des grandes régions, des grands EPCI. Et en même temps, paradoxe de la pensée, nous avons tout un débat sur le fait qu'il y a trop d'élus, que ça coûte trop cher. Mais quand on regarde et qu'on zoome, on s'aperçoit que les élus qui coûtent de l'argent, ce ne sont pas les petits élus des communes. C'est plutôt les élus des grandes collectivités qui sont payés. Donc, plus on fait des grandes collectivités, plus on a a priori des élus qui vont être rémunérés et plus donc on va avoir aussi de la bureaucratie, de l'administration. Donc, est-ce que c'est vraiment la logique managériale conduit-elle vraiment à réaliser des économies ? Ces pièges de la pensée, il y en a un certain nombre. Ils ont été énoncés. Je ne vous les donne pas tous parce que comme ça, vous pourrez aller voir le chemin méthodologique qui est poursuivi. Et puis, on arrive sur une proposition qui est de dire finalement, alors je n'aime pas trop la notion de millefeuille, mais quelles sont les collectivités qu'on veut préserver ? Et l'Institut Valmy répond, il y en a deux. La commune, parce que la commune, en réalité, elle n'est pas une projection de l'État sur le territoire. La commune, elle est le reflet d'une histoire, d'une collectivité qui existe, même avant, parfois, d'autres administrations. Mais cette commune, il faut répondre en 2025 en disant, finalement, qu'est-ce que c'est son périmètre ? Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des questions sur le périmètre quand on veut les fusionner. Est-ce que c'est encore la paroisse ? Pas vraiment. C'est le seigneuriage ? Pas du tout. Est-ce que c'est l'impôt ? Pas non plus, puisque par définition, on a enlevé une grande partie du pouvoir fiscal au maire. Et donc, l'Institut Valmy dit, pourquoi pas l'école ? C'est-à-dire le bassin scolaire, en disant finalement, si vous êtes capable d'avoir un renouvellement de citoyens, si vous êtes capable de créer un sentiment de communauté à travers une cour d'école, alors demain, vous avez votre commune de demain. Et la deuxième collectivité, c'est le département. Pas par idéologie, mais parce que quand vous croisez la carte de l'État et la carte des collectivités, le département, c'est le maillon carrefour, c'est le maillon où on a la même maille, à la fois pour l'État, qui est présent à travers le préfet, et à travers, je dirais, le conseil départemental. Simplement, ce département, il faut lui redonner une dimension opérationnelle. Aujourd'hui, il fait du social. Est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre sur des choses très tangibles, très concrètes, voilà. Et donc, par exemple, on propose qu'il retrouve la clause de compétence générale. Les deux autres types de collectivités, l'EPCI, il faut dans ce cas-là le dépolitiser pour créer de la responsabilité. Donc, arrêtons d'avoir des élus d'opposition municipale au sein des EPCI. Et puis, pourquoi pas, puisqu'on est toujours dans la mode projection, pourquoi pas finalement l'horizon d'un collège comme bassin, je dirais, naturel d'un EPCI. Et puis, la région. Alors, la région, c'est plus compliqué, parce qu'il y a eu des débats assez forts en interne. La région, vous avez en réalité deux sortes de points de vue sur la région. Vous avez d'un côté, par exemple, celui qui vit dans le Grand Est, où les Alsaciens vont vous expliquer que la région, elle est totalement artificielle. Et puis, ça ne va pas forcément être le point de vue de celui qui vit dans les Ardennes. Et puis après, vous avez les Bretons, vous avez les gens de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui vous disent « Ah non, la région, c'est un échelon qui est intéressant, qui est à la bonne maille, etc. » On s'aperçoit évidemment que la distinction, elle passe entre les grandes régions et les régions anciennes, et que si la région Bretagne est aussi plébiscitée, c'est peut-être aussi parce qu'il y a cette identité. Donc l'idée est bien de dire retournons à un système où les départements choisissent la région à laquelle ils veulent participer et où effectivement on crée ce conseiller territorial qui siège au département et à la région,
mais en n'ayant pas forcément la même composition de ces organes. Au niveau départemental, les conseillers territoriaux et les présidents de PCI, mais aussi les députés et les sénateurs, pour que finalement cet échelon départemental il soit véritablement un échelon de coopération horizontale et verticale. Et au niveau régional, une vieille idée gaulliste, faisons rentrer, ce qui suppose une réforme de la Constitution, faisons rentrer les élus consulaires, puisqu'elle doit être une chambre de la stratégie, eh bien, essayons de la dépolitiser quelque part, un peu comme les EPCI. Je vous brosse à grands traits, il y a des choses sur les métropoles, il y a des choses sur les finances, mais l'idée, ce n'est pas évidemment de vous exposer tout le rapport, mais de vous faire comprendre, je dirais, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, la philosophie générale. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons passer au débat, donc je vais récupérer le siège qui est au milieu. Ne quittez pas 2 minutes. J'accueille mes invités et je propose tout de suite de passer la parole à Jean-François Vigier. Alors, l'idée, c'est de faire un propos liminaire, peut-être en greffant l'idée, parce que vous avez fait un rapport, donc ce sera intéressant de montrer les différences de philosophie. Et par rapport donc à ce que produit Valmy, est-ce qu'il y a éventuellement une idée qui vous plaît? Est-ce qu'il y a une idée qui vous choque? Comme ça permet aussi de polariser. Et puis, quels sont les partis pour vous qui sont les plus critiquables ou au contraire les plus amendables ou les plus positifs? La parole est à vous. Merci, monsieur le député, mesdames et messieurs. Merci de cette invitation. Je suis très, très heureux de venir participer à ce débat. Ce n'est pas la première fois que je participe à ce type de discussion avec Benjamin Morel. Je suis ravi de le retrouver. Je suis donc maire de Bures-sur-Yvette, qui est une commune de l'Essonne située à 25 km d'ici, au sud-ouest de Paris. Je termine mon 3e mandat et je suis conseiller régional, comme vous l'avez indiqué. Je préside le groupe UDI à la région, donc, qui fait partie de la majorité de Valérie Pécresse. Et je suis très heureux, évidemment, ce soir de porter sa voix. Si vous le permettez, par contre, ce soir, je ne m'exprimerai pas en tant que vice-président de l'Association des maires de France. Mais je le ferai, évidemment, en tant que conseiller régional ayant pleinement porté ce rapport. Donc j'ai lu, effectivement, le rapport produit par Valmy. Et évidemment, j'ai plein de points de désaccord avec vous, mais je pense qu'on aura l'occasion de les aborder. Le premier point, moi, sur lequel j'ai réagi quand je l'ai lu, c'est que vous abordez la question des communes, des départements, des régions, un peu comme si c'était les mêmes territoires, comme si les communes étaient les mêmes, comme si les départements étaient également les mêmes, et il en va pour les régions. Mais en fait, chaque commune a son histoire personnelle, vit sur un territoire spécifique, rural, urbain, périurbain, et il en est de même des départements. Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas comparer de collectivités, de communes, de départements ou de régions. Je vais prendre l'exemple tout de suite des régions, puisque je suis conseiller régional, et je vais prendre l'exemple des transports. On est dans la région qui comprend 95 des 100 gares les plus importantes du pays. On est dans une région qui a le réseau de transport en commun le plus important d'Europe. Si je le compare à la Bourgogne-Franche-Comté, qui, elle, a une densité en dessous de celle de l'Afrique du Sud et un PIB par habitant en dessous de la Grèce, on ne peut pas imaginer que ces deux collectivités se gèrent de la même façon ou aient exactement les mêmes compétences, parce que ce sont des régions. Et c'est sur la base de cette réflexion, de ce constat, qu'avec Valérie Pécresse, nous avons voulu produire ce rapport que j'ai eu l'honneur de rapporter pour elle en septembre 2023 devant l'hémicycle d'Île-de-France. Quel a été le départ? Donc il y a ce constat déjà que les régions, chacune dans leur territoire, ne peuvent pas gérer correctement la vie de leurs concitoyens parce qu'elles ont des spécificités propres qui s'appuient sur l'économie, sur le social, sur le sociétal, sur l'histoire même du territoire, sur sa géographie, tout simplement parce que les compétences sont uniformes de Dunkerque à Marseille. Et il se trouve qu'un outil a été donné aux régions par le législateur.
Cet outil, c'est la loi 3DS qu'il a instituée. Une possibilité d'ailleurs qui est un peu passée sous les radars au moment où le législateur a travaillé et adopté la loi, c'est cette capacité pour une région de s'estimer en différenciation, en situation différente avec d'autres régions ou avec une autre région, et ayant fait ce constat, de pouvoir demander à l'État des compétences supplémentaires qui lui paraissent extrêmement utiles pour rendre le service public à ses concitoyens. Et en Île-de-France, on a identifié plein de secteurs dans lesquels, aujourd'hui, la région n'est plus en mesure de rendre ce service de qualité à nos concitoyens, les transports, la santé, les lycées, la sécurité dans les transports. Bref, tout un tas de domaines pour lesquels on a décidé de produire un document et d'essayer de dresser un tableau le plus complet possible de ces compétences qui nous font défaut aujourd'hui, en s'appuyant sur la loi 3DS. Nous avons donc travaillé 10 mois au sein d'un groupe de travail, au sein d'une commission qui nous a accueillis. On a auditionné des élus, des administrations, des entreprises, des organismes divers. Et est né de cette réflexion, de ce travail, ce fameux document qui s'appelle « Pour un choc de décentralisation » et que nous avons adopté en septembre 2023 dans l'hémicycle régional. Et à la suite de cette adoption, nous avons, comme le dit la loi, transmis ce document très officiellement par un courrier de la présidente au Premier ministre, à l'époque la Première ministre. Et dès lors, la loi indique que l'État a 1 an pour apporter une réponse à la région qui l'a saisie. Alors, le principe avec cette délibération et avec cette proposition, c'est de dire à l'État « lâche prise ». Puisqu'en fait, aujourd'hui, l'État est glouton, l'État est partout, l'État veut tout faire, alors que sur ces 3 compétences régaliennes que sont la sécurité, la justice, l'éducation, il les remplit mal. Il remplit mal son rôle. Par contre, il contrôle tout, il réglemente tout, il vient contrôler les collectivités a priori et a posteriori, il y a de l'État dans toutes les décisions que nous prenons. On subit une avalanche de normes, de règlements qui, certains viennent contredire le précédent alors que le précédent n'est pas encore rentré en fonction. Enfin, nous, on dit à l'État, nous pouvons être plus efficaces si nous avons ces compétences. Donc, lâche prise et permettez-nous d'exercer donc ces 40 compétences que nous avons proposées. Alors effectivement, à la suite de cette délibération, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé rencontrer des services de l'État, des parlementaires. J'ai même, dans cette même salle, participé à une réunion à l'époque présidée par Françoise Gatel, qui était la commission des collectivités, qui rendait compte effectivement de la mise en place de la loi 3DS. Et on a pu malheureusement estimer à regret que l'État n'avait pas donné de réponse à notre rapport. Et ce silence de l'État a quelque chose de gênant au regard du travail qui a été effectué. Et en tout cas, nous avons la conviction qu'aujourd'hui, il faut un choc de décentralisation pour permettre aux collectivités locales de s'exprimer librement, parce que derrière tout ça, c'est la qualité de vie de nos concitoyens, la qualité du service public que nous offrons. Et si je prends un seul exemple, celui de la santé, on a vu pendant la crise Covid que les premiers mois, ce sont les régions qui, avec d'autres collectivités locales, ont été dans la réactivité. Pour terminer, je dirais juste qu'il y a eu une proposition emblématique dans ce rapport qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est la régionalisation du SMIC, dans la fixation de son montant. Évidemment, on a beaucoup écrit sur cette mesure. Pourtant, en Île-de-France, là où le niveau de vie est si cher, où la vie est si chère, il nous paraîtrait normal que la région puisse, en partenariat avec les organisations syndicales et patronales, fixer le prix du SMIC, car forcément le coût de la vie n'est pas le même que dans bien d'autres régions françaises. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas pour introduire ce sujet. Merci Jean-François Vigier. Alors, vous pouvez l'applaudir.
Et je vais passer la parole à Sébastien Chenu pour qu'il nous dise, alors même question, qu'avez-vous pensé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous va? Quelle est votre vision? Vous avez 10 minutes. Bien, merci mon cher Julien, monsieur le sénateur, monsieur le conseiller régional et maire, mesdames, messieurs, cher Benjamin. Merci de m'accueillir dans cette belle maison. Bravo pour le travail effectué d'abord. Moi j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé ça très riche. J'ai trouvé que le rapport qui nous était proposé proposait beaucoup de choses très concrètes, de pistes très concrètes de réflexion. Il y a des pistes de consensus, elles sont larges en ce qui me concerne, en ce qui concerne le Rassemblement national et le travail qui est produit, même s'il y a aussi des différences ou des nuances sur un certain nombre de points. On pourra parler, par exemple, la limitation, je crois, de l'âge pour l'élection, je crois, des conseillers régionaux. De mémoire élus, ou de, je crois, on n'a pas moi c'est quelque chose voilà, qui évidemment me heurte un peu, non pas que j'ai envie de devenir élu jusqu'à 75 ans, mais je considère que fondamentalement ça rentre pas dans le jeu démocratique, c'est à l'électeur de décider, mais enfin globalement les propositions qui sont faites me semblent aller dans le bon sens. L'enjeu lequel est-il? D'abord c'est reprendre une réflexion de fond sur quelque chose qui est un peu en panne. La décentralisation, les Français nous le disent, ils parlent pas de ça tous les matins, mais en tout cas les élus en particulier nous le disent, il y a une dynamique qui est un peu essoufflée, il y a des enjeux qui ne sont pas traités, et il y a des conséquences qui sont évidemment ennuyeuses. D'abord ceux d'une complexité, d'une complexification qui est insupportable, qui est continue, qui a besoin, et vous en faites la démonstration, de répondre par des pistes de clarification, sans vision très large, mais surtout c'est très décourageant d'abord pour le citoyen de s'engager. Aujourd'hui, la situation que nous connaissons, elle décourage les citoyens de pouvoir s'engager dans l'action publique. Elle est source d'inégalités territoriales, on pourra aussi en parler. Elle est source de fantasmes, tu l'as évoqué Julien, sur le nombre d'élus. Mais la situation n'est pas satisfaisante et on pense évidemment qu'il faut passer à un autre palier en ce qui concerne effectivement la décentralisation. Nous, notre vision, elle est finalement assez simple, c'est les 3 blocs auxquels nous croyons. C'est-à-dire le premier, c'est la commune qui est le cœur de la proximité, et tout ce qui peut relever d'une commune, d'une décision communale, doit être attribué à la commune, c'est-à-dire lui restituer un maximum de compétences, avec évidemment de l'autre côté la capacité à les mettre en œuvre, lui déléguer, en tous les cas, s'opposer à des délégations forcées. Les maires doivent pouvoir aussi refuser un certain nombre de délégations qu'on peut les obliger à prendre, et puis évidemment s'opposer à tout ce qui est suppression ou fusion obligatoire. On pense que par exemple le référendum local doit être un outil qui doit être beaucoup plus utilisé en ce qui concerne cette capacité à faire vivre la commune. La commune s'appuyant sur évidemment les structures intercommunales, dont on pense qu'elles devraient avoir pour logique une solidarité intercommunale assumée, mais c'est-à-dire une intercommunalité dépolitisée, ça fait aussi partie des pistes de Valmy, avec des compétences qui sont limitées par la loi, avec là aussi un arrêt des transferts forcés, des transferts de compétences forcés. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est évidemment département, conseil départemental. Oui, c'est ça. C'est-à-dire et région. La capacité à créer le fameux conseiller territorial autour duquel on tourne tous depuis des années. D'abord, l'échelon régional nous semble peu pertinent dans ce qu'il est. Moi, je suis conseiller régional et je m'aperçois que non seulement l'immense majorité des délibérations sont évidemment votées à l'unanimité, qu'il y a très peu de différence entre la gestion d'une région par Madame Pécresse et Madame Delga, mais pour une simple et bonne raison, ce sont des fléchages budgétaires, techniques, sans grands enjeux politiques au sens premier du terme. Il y a des petites différences d'habillage, souvent sur la culture ou l'écologie d'ailleurs, mais la réalité, c'est que c'est un outil de coordination, un outil de planification, un outil de planification qui peut être d'ailleurs stratégique, mais nous considérons qu'effectivement, la région devrait être animée par un conseil territorial élu dans son canton,
Fini les binômes incompréhensibles, probablement un peu démagogiques, mais qui permettraient aux élus des départements de siéger selon un temps à définir en format régional pour traiter les grandes affaires de la région. Ça, c'est le deuxième bloc. Et puis le troisième, c'est effectivement, c'est toujours évidemment l'État, l'État qui doit maintenir l'unité nationale, planifier, aménager le territoire avec les compétences régaliennes qu'on lui connaît, un État recentré sur ses compétences régaliennes. Parfois, on se demande ce que fait l'État dans un certain nombre de sujets. Moi, je crois qu'aujourd'hui, par exemple, l'État dans l'audiovisuel public me pose question. La présence de l'État à l'heure d'Internet dans l'audiovisuel public pose question. La nomination du patron de l'audiovisuel public via l'Arcom, certes, mais en fait via le pouvoir politique, pose question. Aujourd'hui, tout le monde s'en satisfait. Si demain le Rassemblement national était au pouvoir et qu'on proposait la nomination, je ne sais pas, de Sonia Mabrouk pour France Télévisions, je vais vous dire qu'il demanderait vite fait la privatisation. Donc, évidemment, nous considérons que l'État doit être centré sur ses missions régaliennes. Et puis, le dernier enjeu, c'est l'autonomie financière. Là aussi, un enjeu important, vu l'état des finances locales, avec la nécessité d'une compensation intégrale des charges qui ont été transférées aux communes par l'État. Ça doit être un principe de base, évidemment. La création, nous, on a travaillé sur celle d'une dotation de compensation pour les communes qui augmentent leur nombre d'habitants, qui ont une dynamique démographique, mais dont les bases fiscales restent faibles. Et là, je pense qu'il y a tout un champ à explorer. Et puis, enfin, donner de la stabilité et de la visibilité. Les élus locaux, les maires le demandent souvent en matière de finances, c'est-à-dire entre les dotations de l'État et les collectivités. On voit bien que souvent les élus se trouvent à la croisée des chemins, ils n'ont pas beaucoup de visibilité. Et là, une sorte de pacte de stabilité qui pourrait lier l'État aux communes, en tous les cas, pourrait faire son chemin d'une façon sur plusieurs années. On pourrait imaginer ça. Les enjeux, ils sont nombreux, vous les voyez, ce n'est pas des enjeux techno. En réalité, c'est des enjeux qui ont une résonance très particulière dans la vie de nos concitoyens, éloignés intellectuellement de leur quotidien, mais avec des conséquences qui résonnent très fortement dans la vie des collectivités. Exercer le pouvoir, c'est Philippe Séguin, que Julien aime beaucoup, c'est lutter contre l'impuissance, c'est ça. Et bien finalement, je crois que la décentralisation, c'est un acte supplémentaire de lutte contre l'impuissance du politique. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, je vais céder la parole à Benjamin Morel, qui va nous dire où est-ce qu'il se situe, lui, le constitutionnaliste, entre ces deux visions assez écartées, en tout cas l'une de l'autre, en tout cas au moins sur la région. Alors, merci beaucoup, et merci beaucoup pour cette invitation, cher Julien. Peut-être à mi-chemin, en tout cas, le rapport qui est le vôtre m'apparaît fondamentalement aller dans le bon sens. Et je vais tenter de vous expliquer un peu pourquoi, même si, évidemment, je vais avoir quelques questions ou quelques points de désaccord. C'est un rapport qui va dans le bon sens parce que c'est un rapport qui prend la question des collectivités territoriales au sérieux. Autrement dit, il n'en fait pas une sorte de micmac technocratique, il prend la question de la décentralisation pour ce qu'elle est, ou en tout cas pour ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire non pas quelque chose qui induit plus d'efficacité des politiques locales. Je sais que devant des élus locaux, souvent, ils n'aiment pas quand je dis ça, mais je suis incapable, eu égard à la littérature scientifique, de vous expliquer que la décentralisation serait plus efficace qu'une bonne déconcentration. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que la décentralisation est plus démocratique que la déconcentration. Et c'est son objectif, en fait. On pense la question de la décentralisation sous le Second Empire pour tenter de former des républicains par le bas, par la petite république dans la grande, autrement dit, par la commune. D'ailleurs, j'aime assez peu la notion de décentralisation, parce qu'elle qualifie un processus et absolument pas un but. Je crois beaucoup plus à la notion de pouvoir local. Comment est-ce que localement, on peut changer la vie, on peut changer les choses, et on peut avoir des marges de manœuvre. Et en la matière, je trouve que votre rapport donne un certain nombre de clés, et ces clés, elles peuvent demain permettre de repenser, non pas à la marge, non pas de façon très techno, non pas une énième loi de décentralisation, on en a en moyenne tous les 3 ans. Je donnais des cours de droit des collectivités territoriales il y a quelques années. Je disais à mes étudiants, vous serez probablement les seuls à pouvoir évaluer un projet et un bilan aux prochaines élections locales, mais ne profiterez pas trop de votre statut d'ici les prochaines élections. Il est possible qu'on ait une nouvelle loi, et auquel cas, tout ça sera à réapprendre. Pour le coup, vous posez des bases qui sont des bases qui m'apparaissent assez bonnes et qui ciblent assez bien
ce qui m'apparaît comme étant les deux grands problèmes aujourd'hui des collectivités. Avec Jean-François, on a des points de désaccord. On va revenir évidemment sur la différenciation, mais on a un petit numéro de claquette tous les deux, donc on a l'habitude. C'est même assez gênant parce qu'il connaît déjà mes blagues. Donc quand il rit, sachez que c'est drôle et qu'il faut rire parce que lui, il sait que ça l'est. Mais malgré tout, le constat originel est le même. Le problème aujourd'hui, c'est pas tant des nouvelles compétences pour les collectivités, c'est pas tant, même si on peut rediscuter, la question du découpage ou de redécoupage. Le vrai problème aujourd'hui pour les collectivités, c'est la question des finances et de la norme. L'autonomie et la libre administration des collectivités territoriales, c'est la capacité de disposer de marges de manœuvre, notamment en termes réglementaires, et la possibilité d'avoir des leviers qui sont des leviers économiques et des leviers fiscaux. Et c'est la proximité, et c'est la démocratie. On avait fait faire une enquête avec la revue politique et parlementaire dans le cadre d'un numéro que je coordonnais. D'ailleurs, je crois que Sébastien Cheny nous avait fait un article à l'époque, mais on parle de 2020. Il l'a oublié, j'en suis fort triste. Évidemment. Et on avait fait faire une enquête, un sondage. Alors, le numéro est un peu passé à la trappe à cause de la crise Covid, mais on avait interrogé les Français sur quels étaient leurs objectifs en matière de décentralisation. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Et il y avait deux choses qui ressortaient. Plus de proximité, et je crois que vous y contribuez en mettant au centre la question de la commune et également du département, et plus de lisibilité, parce que objectivement, aujourd'hui, même avec toutes les bonnes intentions du monde, il est compliqué de comprendre comment fonctionnent les collectivités locales. Et là, j'en viens à un point de divergence, avec deux points de divergence que je peux avoir avec Jean-François Viguier, c'est que le problème des grosses structures avec des compétences à géométrie variable, c'est qu'au fond, je construis un micmac qui peut être pratique pour les élus, mais qui n'induit absolument pas une compréhension pour les lecteurs. Prenez par exemple, mon exemple préféré, la collectivité européenne d'Alsace. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est la collectivité européenne d'Alsace. C'est une collectivité qu'on a mis en place à partir de 2019 et qui est une collectivité qui n'est pas une collectivité à statut particulier, mais un département à compétences particulières qui n'a pas grand-chose d'européen, à part quelques compétences en matière de transfrontalier, qui, dans ce département à compétences particulières, dispose de compétences économiques, alors qu'en Moselle, j'ai un peu d'histoire avec la Moselle. Moselle, qui plus est dans la même région, appartiennent à la région, qui est également la mienne, mais là, qui appartient au département, qui ne s'appelle pas département, et qui est une collectivité, qui n'est pas une collectivité à statut particulier, qui est européen sans lettres. Si vous avez compris mon petit laïus, vous êtes très très bon. Bien meilleur que la plupart des électeurs, qui la plupart du temps, évidemment, ne comprennent pas le micmac en question. L'objectif, c'est la clarté et la proximité. Si on commence à construire des mécanos, on perd l'objectif initial, fondamental, de celui qui est l'objectif de la décentralisation. L'autre élément qu'on peut avoir en point de désaccord, c'est la question, malgré tout, de l'égalité territoriale. Parce que, évidemment, pour des collectivités qui ont plus de marge de manœuvre, qui ont plus de moyens, avoir plus de compétences peut être rentable, peut être intéressant. Mais quand vous regardez un petit peu au niveau européen, quand vous faites de la différenciation territoriale, quand vous donnez des compétences plus importantes à certains par rapport à d'autres, les collectivités qui ont plus de moyens rapatrient les compétences alors que les autres n'ont pas les moyens de les exercer, ce qui crée une forme de concurrence déloyale entre les collectivités et accroît les inégalités territoriales. Revenons sur le SMIC. Je vous renvoie notamment aux études d'un géographe que vous connaissez peut-être qui s'appelle Laurent Davzy. Laurent Davzy nous explique qu'en France, l'égalité territoriale ne tient pas vraiment à la péréquation. La péréquation, elle est dans les choux. On pourrait discuter de comment est-ce qu'on calcule la dotation de péréquation. On remonte à des valeurs cadastrales de 1970. Évidemment, ça n'aide pas à faire vraiment de l'égalité territoriale. Non, ce qui fait l'égalité territoriale en France, c'est les minima sociaux. Parce que si j'ai le même SMIC ici et dans mon Auvergne natale, dans mon Auvergne natale, en effet, je rejoins ce qui a été dit, j'ai plus de pouvoir d'achat. Mes résultats, je fais un peu plus marcher le commerce. Idem pour les pensions de retraite, idem pour l'égalité dans le traitement des fonctionnaires. Si je commence à différencier ce genre de choses, en effet, moi qui vis en Île-de-France, je suis plutôt content. Si on pouvait également augmenter le traitement des fonctionnaires, ça serait bien pour moi, je suis fonctionnaire. Mais en revanche,
Dans mon Auvergne natale, je creuse la tombe des inégalités territoriales. Et là, on a un vrai sujet et un vrai souci. La décentralisation, on peut se rouler en boule et dire c'est pas vrai, ça produit des inégalités. C'est notamment ce que montrent deux rapports, un rapport de l'OCDE de 2016 et un rapport du FMI de 2014. Ça produit des inégalités, sauf si, malgré tout, on a une vraie politique d'aménagement du territoire. Et là, je trouve que dans le rapport qui est le vôtre, vous mettez bien en avant le rôle de l'État. Ce n'est pas le contraire de la décentralisation, le rôle de l'État et la déconcentration. Ça en est en fait l'envers nécessaire. S'il n'y a pas un rôle plus important de l'État en matière d'égalité et sur ses fonctions régaliennes, et là-dessus on se rejoint, eh bien, vous n'avez aucune décentralisation possible. Et ensuite, j'y reviens, mais avec un vrai système de péréquation. Or, je ne reviens pas sur notre système de péréquation qui est dans les choux. Alors après, j'ai peut-être quelques nuances par rapport à votre rapport. Alors, je rejoins Sébastien Chenu sur la limite d'âge. Je suis en train de faire un rapport pour l'Institut Terram sur l'engagement des élus. On a du mal à en trouver des élus. Et donc, plus on rajoute de contraintes à aujourd'hui la possibilité de trouver ces élus, plus je pense sincèrement que nous allons avoir du mal. Ce qui est intéressant dans ce rapport et dans le sondage qu'on a fait, mais je ne m'avance pas sur ce qui paraîtra dans quelques mois, consultez-le à ce moment-là, c'est que les jeunes veulent s'engager. Il y a une vraie volonté des jeunes, ceux qui ont le plus envie de s'engager en politique au niveau local. Ça peut paraître complètement contre-intuitif, et quand j'ai épluché chez le sondage, on a sondé 10 000 personnes quand même. J'en ai été le premier étonné, c'est que les plus engagés aujourd'hui au niveau local, ce sont les jeunes. Seulement, ils n'ont pas les moyens. Mener une vie de famille et d'un autre côté, être ne serait-ce que conseiller municipal, eh bien, ce n'est pas la panacée. Je ne vous parle même pas d'un mandat qui va être un mandat exécutif. Là, c'est quasiment impossible. Et donc, il y a une vraie réflexion qui, à mon avis, mériterait d'être creusée un petit peu dans les suites que vous apportera ce rapport sur justement cette question du statut de l'élu. Alors, vous l'abordez, hein, mais si jamais on ne remet pas réellement en selle cette question du statut de l'élu, en effet, il ne coûte pas cher, mais le fait qu'il ne coûte pas cher fait également qu'aujourd'hui, eh bien, ceux qui voudraient pouvoir s'engager n'en ont pas forcément les moyens et n'en ont pas forcément la possibilité. Autre élément, vous mettez bien en avant, je trouve, dans le rapport, la question de la fiscalité locale et le fait d'avoir un impôt, un vrai impôt, par niveau de collectivité. Je pense malgré tout, et c'est une vraie difficulté politique, hein, que le caractère extrêmement large de l'assiette, le caractère même quasiment universel de l'assiette, est une nécessité d'un point de vue démocratique. En d'autres termes, si on ne fait reposer une collectivité que sur quelques contribuables, le lien avec le citoyen risque d'être fragilisé et rompu. La force de la taxe d'habitation excessivement imparfaite. En effet, elle produisait des inégalités, on ne peut pas le nier, c'est que malgré tout, sans être totalement universelle, elle avait quand même une assiette large, ce qui entretient là-dessus un lien qui n'est pas qu'un lien fiscal, mais qui est un lien citoyen. Si ma taxe d'habitation augmente et que je vois le produit concret de l'augmentation de cet impôt dans, par exemple, la rénovation d'une place publique, d'un jardin d'enfants, je comprends l'augmentation de la taxe, et c'est le fondement du consentement à l'impôt. Et ça, je crois qu'au-delà même de la question des collectivités, c'est un vrai apport démocratique. Ensuite, on y reviendra peut-être, et c'est un vieux débat, je dirais, qu'on peut avoir avec la tradition gaulliste, la composition des conseils régionaux sur le mode 1969 m'interroge tout bêtement parce que ce n'est pas des établissements publics interrégionaux, c'est des vraies collectivités territoriales. Et quand on parle de collectivités territoriales, le principe d'un homme, une voix m'apparaît relativement important, un homme ou une femme, évidemment, une voix, étant donné que dans ce qu'on peut appeler les corps intermédiaires, qui sont nécessaires, moi je crois beaucoup aux Césaires, par exemple, qui aujourd'hui sont un peu sur la sellette, eh bien, ce rapport, un électeur, une voix, n'est pas assuré. Or, aujourd'hui, si on reprend la crise des Gilets jaunes, par exemple, la crise des Gilets jaunes, ce n'est pas une crise de la société civile organisée. Ce n'est pas une société civile, ce n'est pas une révolte d'une société civile qui aurait des relais. C'est la révolte des inaudibles, c'est la révolte de ceux que l'on n'entend pas. Et cela, je crains malheureusement que si en plus on les minore dans des structures où on représente la société civile organisée, eh bien on les entende encore un peu moins.
mais vous voyez que ce sont des amendements extrêmement limités par rapport à un rapport que je trouve d'excellente qualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que, plutôt que de vous redonner la parole pour vous répondre les uns les autres, je vais vous orienter en vous posant une question par rapport à ce que vous avez dit. Alors, Jean-François Vigier, vous avez beaucoup insisté sur la région. On pourrait d'ailleurs se poser la question, parce que vous êtes aussi à l'AMF, même si vous ne parlez pas pour l'AMF, vous êtes maire, et nous, on part du principe que la vraie collectivité à sauver, la pierre angulaire de la République, c'est la commune. Donc j'ai une première question qui serait, mais pourquoi finalement cette obsession, entre guillemets, régionaliste? Pourquoi pas se dire, parce que la région n'est pas en souffrance. Alors, c'est vrai qu'il y a des sujets, mais pourquoi ne pas commencer par le bas? Surtout quand on parle de décentralisation. Deuxième question, vous dites, la région, c'est les transports, vous avez parlé des lycées. Nous proposons justement que les transports, dans notre système, c'est la métropole de Paris, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est que vous ayez une seule collectivité à Paris et quelques communes alentours qui soient unifiées, qui jouent le rôle à la fois de département et de commune, et ensuite un espace métropolitain qui pourrait être même plus large que l'Île-de-France, et où les transports seraient gérés par cette métropole, parce qu'on considère en réalité que c'est à elle, et elle est mieux placée que la région, pour voir comment organiser les flux. Donc du coup, c'est vrai que votre argumentation qui dit on part des compétences actuelles, nous, évidemment, on les bouge. Et sur la différenciation, d'ailleurs, comme on explique que ce sont les départements qui vont choisir leur région, en fait, on fait une différenciation, mais pas par le niveau régional, par le niveau départemental. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont les départements qui vont constituer leur région et qui vont choisir qu'est-ce qu'ils veulent mettre en commun avec la région. Donc, troisième question, pourquoi pas une différenciation par le département? Pourquoi elle passerait par la région? Bon, ça fait beaucoup de questions. Si je pars d'abord, vous parliez de la commune. Oui, je pense que le fait communal n'a jamais été aussi fort, et ça, c'est le maire qui parle, au moment où je termine mon 3e mandat. Mais je pense aujourd'hui que les communes, pour survivre, elles ont besoin de stabilité financière, de visibilité financière, ce que nous n'avons pas, parce que nous vivons sous le tonneau des dotations. Et le robinet a plus tendance à se fermer qu'à s'ouvrir, et nous sommes asséchés fiscalement comme les départements et les régions. Et ensuite, nous avons besoin de ne plus supporter cette avalanche de normes et de règlements qui nous tombent dessus et qui nous empêchent d'agir. On subit des contrôles a priori, a posteriori. On ne peut plus mener de politique sur le long terme. Et pourtant, oui, la commune doit être l'échelon privilégié parce que c'est celui de la proximité. Et d'ailleurs, l'AMF, pour le coup, réclame à corps et à cri un pouvoir réglementaire pour les maires. Mais si on accorde un pouvoir réglementaire pour les maires, forcément, on augmentera la capacité d'une commune à l'autre de prendre des décisions différentes, et non pas forcément uniformes. Ensuite, il y a la question de la région. Moi, je ne m'accroche pas à la région. D'ailleurs, je ne sais pas si j'exerce le même mandat avec mon collègue Sébastien Chenu, qui parlait d'unanimité pour les délibérations, parce que nous, à la région Île-de-France, on n'a aucune délibération unanime, sauf peut-être inscrire la région, signer une convention pour adhérer à une association caritative. En dehors de ça, il n'y en a aucune. Tout est très, très clivé. C'est donc, on mène des politiques publiques. Et la Valérie Pécresse a la volonté de faire avancer la région dans une direction que nous partageons totalement à l'UDI. Et je peux vous dire que je n'ai pas le sentiment que nous gérons la région Île-de-France comme le fait Carole Delga en Occitanie. Mais alors pas du tout. Donc il y a bien des différences politiques. Ensuite, vous dites la région ne doit plus gérer les transports. Bon. Et c'est les départements qui doivent prendre la main sur les compétences de la région. La région, les régions en France, c'est 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros. Au passage, c'est 3 fois moins que le programme du Front National d'après l'Institut Montaigne en 2022. 30 milliards d'euros, c'est 400 euros par habitant et par an. 400 euros. Qu'est-ce qu'on paye avec ces 400 euros? Il y a 150 euros pour les transports. OK. Francilien,
ne paye plus les transports. Il y a 150 € pour les lycées. Bon, très bien, les franciliens ne participent plus, ne payent plus les lycées. Ça fait 300 €, reste 100 €. Il y a 30 € pour la formation professionnelle. Excusez-nous de vouloir réindustrialiser l'Île-de-France. Et il y a 30 € pour la santé, qui, je le concède, n'est pas la première des compétences de la région, pour laquelle nous avons à cœur d'offrir des solutions à nos concitoyens dans ce qu'on peut appeler un désert médical, et de médecins généralistes notamment. Il reste 40 €. 40 €, c'est 3 € par mois, c'est 2 cafés. Voilà. Donc si on enlève ces compétences et on ne demande plus aux franciliens de payer ces services-là, et à l'arrivée, il reste 2 cafés par mois, un le premier jour et un à la fin. Donc, la question du financement, elle est essentielle. La question aussi de la compétence, parce que finalement, on rentre dans la guerre de quelles sont les collectivités qui ont du sens. Alors, si on rentre dans la question de collectivités qui ont du sens, moi, je repense aux départements. Ils ont été créés par Napoléon. À un moment où la taille du département était calculée en fonction du temps que mettait un cheval pour traverser le département, est-ce que tout ça a encore du sens aujourd'hui en France ? On peut se poser la question. Mais si je rentre dans cette question de l'utilité du département, ça veut dire que je crée un clivage. Aujourd'hui, la scission, elle est dans les ressources financières et la norme pour les collectivités. C'est ça aujourd'hui. Et la stratégie, je vais juste pour terminer, sur la position d'une région. Toutes les villes mondes, New York, Berlin, Londres, Los Angeles, elles ont 3 compétences. Le développement économique, les transports et le tourisme. Aujourd'hui, ces compétences, elles sont à la région Île-de-France, elles ne sont pas à la métropole. Et pour nous, et pour moi en tout cas, la métropole, c'est la région. La métropole, elle dépasse forcément le simple périmètre de Paris et de la Petite Couronne. Parce que là, vous clivez territorialement si vous mettez une frontière à la métropole. Merci. Je précise pour ceux qui n'ont pas lu le rapport Valmy que ce que nous proposons en réalité consiste effectivement à ce que les départements choisissent les compétences qu'ils veulent garder au niveau régional et que ça pourrait changer entre, par exemple, alors je vais prendre un sujet, l'agriculture. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'agriculture, c'est un sujet que les départements aiment gérer. Le département de Vaucluse, à mon avis, aimerait bien avoir la compétence agriculture. En Bretagne, tout ça est régionalisé et on estime que c'est au niveau régional que ce serait mieux géré. Et effectivement, la ville-monde, dans notre espace, c'est une métropole qui est un statut particulier. Alors, j'en viens à Sébastien Chenu. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous avez dit il y a 3 blocs. Alors que Valmy, on considère qu'il y a 2 blocs et qu'en réalité, l'État... La décentralisation est un mode d'organisation de l'État. C'est que c'est l'État qui choisit d'être décentralisé ou pas. Et donc, l'État n'est pas un bloc, il est la totalité. Bon. Donc, j'avais une première question déjà je dirais, de domination. Est-ce que, dans ton esprit, la strate État, c'est une strate comme les autres? Bon. La deuxième chose, c'est sur l'État social. C'est intéressant parce qu'il est dit... tu as dit le régalien, voilà, l'État serait sur le régalien, mais aujourd'hui, on a un problème sur les départements, c'est qu'ils payent des allocations sociales qui, en fait, je dirais, mangent leur budget. Valmy dit, c'est pas au département de faire ceci, tout ça devrait revenir à l'État. Donc, c'est contradictoire avec l'idée d'un État régalien. C'est un État régalien, mais qui aussi fait du social. Alors, quelle est ta position là-dessus? Et puis, ensuite, c'est sur le conseiller territorial, qui fait le lien d'ailleurs avec des objections qui ont été faites. Si on divise par 2 le nombre de conseillers départementaux, en disant on supprime les binômes. Donc dans le département de Vaucluse, il y a combien de cantons, monsieur le 17. Donc on a un hémicycle avec 17 personnes. C'est quand même pas beaucoup. Et donc c'est pour ça qu'on dit, tiens, les présidents de PCI pourraient venir, ce qui permettrait d'avoir plus les députés et les sénateurs, ce qui permettrait en réalité, alors qui règle d'ailleurs une partie le problème du cumul des mandats. Adieu, désolé Jean-Baptiste, le sénateur conseiller départemental puisqu'il est membre de droit. Donc quelque part on règle un problème qu'on voulait régler différemment. Mais surtout, ça permet quand même d'avoir un hémicycle. Parce qu'à un moment donné, un hémicycle où il y a 10, 12, 15 personnes, c'est compliqué peut-être d'avoir de la vraie démocratie. C'est donc une question par rapport à... Pour préciser, je dirais, les choses. Et puis, pour terminer, tu as parlé de l'autonomie financière.
Nous nous sommes posé la question de savoir si l'autonomie financière, c'était forcément l'autonomie fiscale. Quelle est ta réponse là-dessus? Ok, alors plusieurs réponses. Non, l'État n'est pas un bloc comme les autres, évidemment. Et je l'ai dit d'ailleurs, l'État, il est chargé de maintenir l'unité du pays. Donc à partir de ce moment-là, il est au-dessus, il n'est pas un bloc comme les autres, il a des compétences et je pense que la santé fait partie des compétences régaliennes. Ça répond aussi à ta deuxième question. La santé est une compétence éduquer, protéger, s'occuper de la santé de ses concitoyens, rendre la justice, tout ça ce sont les compétences régaliennes et je la mets dedans. Concernant le conseiller territorial, bon, je suis assez d'accord avec la proposition de Valmy d'y intégrer les parlementaires qui deviendraient et de mettre fin effectivement au rôle du député ou du sénateur, conseiller départemental ou conseiller régional. Il serait d'office évidemment un des acteurs de cette fusion entre, enfin fusion de ce nouveau statut, de ce nouveau mandat finalement de conseiller territorial. Il y serait intégré. Je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est pertinent. Les cantons, on les connaît. Ils ont de toute façon, vous nous dites qu'il y a 17 cantons effectivement en Vaucluse. Oui, enfin, ils sont représentés donc par 34 élus, mais la taille du canton, elle demeure la même. Le conseiller territorial, enfin le conseiller départemental actuel, il a la même limite géographique. Si demain il était seul au lieu d'être deux, je crois que on ne verrait pas forcément. Ça n'empêcherait rien dans le sens où aujourd'hui, par exemple, un de nos concitoyens qui saisit son conseiller départemental ne sait même pas lequel des deux. Les deux doivent s'organiser eux-mêmes pour savoir qui fait quoi. Parfois, l'un fait plus que l'autre. Parfois, l'un a totalement disparu. Moi, j'ai le cas dans un de mes cantons du Nord où je n'ai jamais vu l'un des deux binômes. Donc, tout ça m'a l'air... tout ça avait été créé pour répondre de façon un peu démagogique aux objectifs de parité, en réalité, à l'époque. Donc, l'idée que les cantons demeurent les mêmes, moi, ne me choque pas. Qu'on y intègre les parlementaires ne me choque pas. Et puis, sur l'autonomie financière, je pense qu'effectivement, là où on peut donner des marges de manœuvre, c'est sur les taux, pas sur les assiettes. En fait, que les collectivités puissent bouger des taux ne me choque pas, qu'elles changent évidemment d'autres logiques et plus complexes. Merci. Alors, je reviens aux questions du troisième larron. Vous avez beaucoup insisté sur la question des normes. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que dit Jean-François Vigier. Alors, on a fait une proposition dont on n'a pas parlé, qui est un peu détonnante, qui est de dire on multiplie les sous-préfets. C'est-à-dire qu'en fait, en face de chaque aire urbaine, il y en a 700 de l'INSEE, plus 200, je dirais, qui correspondent à plutôt des grandes communautés de communes rurales, un sous-préfet. Donc ça veut dire effectivement une densification, mais on leur donne une vraie utilité, on leur donne un pouvoir d'amodiation réglementaire. C'est-à-dire, je prends toujours cet exemple parce qu'il me rappelle un maire dans le Vaucluse qui me disait, voilà, moi on m'impose de mettre un ascenseur dans mon école au cas où il y aurait une personne handicapée, un enfant handicapé qui voudrait accéder à l'étage du dessus. Ça va me coûter 300 000 €, alors que ce serait quand même beaucoup plus logique, si un jour j'ai un enfant handicapé, que la classe du CE1 passe en bas et la classe du CP en haut. Le magistrat de la Cour des comptes que je suis ne peut que plaider pour cette approche, je dirais, de bon sens de la dépense publique. Sauf que si la loi, ou en tout cas le décret vous dit que vous êtes obligé d'eux, il n'y a personne en réalité qui arrête la machine. Donc on s'est demandé si le sous-préfet, d'ailleurs il y a une annexe qui indique comment on pourrait changer, je dirais, un certain nombre de lois de telle manière à permettre au sous-préfet de suspendre une norme, quitte à ce que ça remonte à Paris, quitte après à ce que le législateur en soit averti, quitte à ce qu'il y ait un débat parlementaire annuel là-dessus. Mais voilà, l'idée, c'est que finalement, c'est au plus proche du terrain. Donc, première question, est-ce que cette idée, je dirais, de résolution du problème de la norme par le sous-préfet est une bonne idée, ou est-ce que c'est typique du délire énarchique de dire on a trop de normes, donc on va créer plus de fonctionnaires pour amodier la norme, ce que je prendrais comme critique. La deuxième question, elle est sur la politique d'aménagement du territoire. On voit bien que sur l'aménagement du territoire, il y a plusieurs visions qui s'affrontaient. L'aménagement du territoire, c'est quand même la projection de l'État sur son territoire. Donc ça vient quand même plutôt d'en haut. En tant que gaulliste, j'y suis favorable, mais comment est-ce que vous voyez cette articulation aujourd'hui dans un État qui ne fait plus de centralisation, plus de planification? Est-ce que c'est encore possible?
Et puis, vous avez parlé également de l'autonomie financière en parlant des impôts. Nous, on a proposé qu'une fraction de l'impôt sur le revenu soit dédiée à la commune et qu'en fait, l'impôt sur le revenu, ce qui n'est pas très populaire, je dois le reconnaître, devienne universel avec un forfait de base, quitte à changer d'autres impôts, mais que tout le monde contribue en fait à l'impôt sur le revenu et que la première tranche soit dédiée au moins à la commune. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, alors, il y a la critique sur la collectivité régionale qui n'est pas un établissement public. Vous défendez le Césaire, nous on propose de supprimer les Césaires. Je dois dire qu'en tant que j'ai été moi vice-président du conseil régional, j'étais en lien avec les Césaires, j'allais les voir une fois par an, j'avais pas d'éléments de langage, on n'avait pas vraiment de débat, personne n'écoutait vraiment leurs choses. Bon, est-ce qu'à un moment donné, finalement, c'est dommage, on a des gens qui ont des profils de compétences. Alors j'entends bien que ça modifie la structure des établissements publics, enfin ça crée, je dirais, effectivement, ça change la nature, mais est-ce que quelque part, ça rendrait pas plus intéressant les débats au conseil régional? Moi, j'ai été dans une conseil régional où c'était pas du tout unanime, mais où les gens se piquaient de faire de la politique nationale, en fait. Et où donc, ils parlaient de... Alors nous, on avait Marion Maréchal Le Pen, donc j'avais d'un côté, on remontait aux heures les plus sombres de notre histoire, de l'autre côté, on glapissait sur la démocratie. Enfin, j'avais le sentiment d'avoir une mauvaise série B de ce que je vivais au Parlement. Est-ce que, quelque part, si on n'avait pas des gens qui viennent des chambres d'agriculture, voilà, qui leur disent, écoutez, vous, ces histoires-là, ça ne nous intéresse pas, nous, ce qu'on veut pas, c'est du fond, parce que dans notre tête, la région, c'est plutôt une instance de mutualisation du risque et de grande stratégie, mais c'est pas fait pour être opérationnel, c'est fait effectivement pour être une instance de concertation. Alors, merci beaucoup pour toutes ces questions. Concernant les normes, je ne l'aurais pas dit comme ça sur l'invention des énarques qui créent des structures pour... Mais comme vous l'avez dit, je reprends un petit peu l'idée. Non, en réalité, la possibilité de déroger aux actes réglementaires de la part des préfets qui existent aujourd'hui est quand même relativement dysfonctionnelle pour plusieurs types de raisons. D'abord parce que souvent on ne sait pas exactement jusqu'où justement on peut aller vers une forme de dérogation, et ensuite parce que, on l'évoquait tout à l'heure quand on parlait de la déconcentration, l'administration territoriale de l'État est réduite à peau de chagrin. Et donc la possibilité aujourd'hui de confier à cette administration territoriale, fût-ce au niveau sous-préfectoral, une responsabilité aussi grande, m'apparaît quand même relativement problématique. On peut l'imaginer, mais je doute d'expérience que ce soit fonctionnel. Mais il y a un problème concernant la norme, et on se rejoint tout à fait là-dessus. Je vois deux éléments, si vous voulez. Quand on se pose la question des normes qui s'imposent aux collectivités territoriales, la première chose qui évidemment vient en tête, c'est la loi. On a des lois trop bavardes, on a des lois qui marchent sur les compétences des collectivités territoriales, d'où parfois, en effet, c'est de là que vient le débat qu'on a sur la différenciation. C'est-à-dire que vous avez des collectivités qui sont engoncées dans un cadre normatif beaucoup trop grand et qui ont parfois envie de le faire exploser. Là, en la matière, je serais tenté de dire, et c'est le constitutionnaliste qui va parler, bon sang, respectons la Constitution, c'est-à-dire qu'il y a un article 41 qui, normalement, fait que lorsque la loi va trop loin, empiète sur le domaine réglementaire, eh bien, on devrait pouvoir y faire pièce. Et si on ne le fait pas en amont, on peut le faire en aval. Vous avez des dispositions dans la Constitution. Je ne vais pas rentrer, je vous rassure, dans un cours de droit constitutionnel. On a par exemple le 37-2 qui pourrait permettre au gouvernement, s'il le voulait, de délégaliser des dispositions en laissant un peu de marge aux collectivités territoriales. Et ensuite, pour ce qui est des décrets d'application et des normes réglementaires, c'est une volonté politique, celle de lever le stylo. Il est beaucoup plus facile de céder à une administration qui veut que vous écriviez des décrets qui engoncent complètement la capacité d'action des collectivités territoriales, parce qu'au fond, on n'a pas vraiment confiance dans les élus locaux. Vous imaginez bien, ils pourraient faire des bêtises. J'avais été auditionné, je ne vous parle même pas là de hauts fonctionnaires, j'avais été auditionné dans la maison concurrente il y a quelques années, et vous parlez notamment de la question de la clause de compétence générale. On était justement auditionné par les députés sur la question de la différenciation territoriale. On était assez d'accord, nous les universitaires, pour dire que c'était un peu n'importe quoi, mais on leur a dit, on disait aux députés, après quand même une longue réflexion, en fait, ce que vous voulez faire,
c'est rétablir la clause de compétence générale. Et là, on a des députés qui s'offusquent en disant « Oh, mais vous n'y pensez pas, les élus pourraient faire des bêtises ». Les élus pourraient faire des bêtises est fondamentalement problématique, parce que la responsabilité politique, oui, les élus peuvent faire des bêtises. En effet, je veux dire, il ne faut pas se mentir, les élus ne sont pas parfaits. Ben, ils seront sanctionnés démocratiquement. C'est le principe de la démocratie. Et donc, si on continue à avoir un législateur et une administration centrale qui a peur que les élus fassent des bêtises, en effet, eh ben, on va se mettre à réglementer au niveau national la taille et la couleur des ascenseurs. Et là, en effet, il n'y a plus vraiment de démocratie locale qui tienne. Mais au fond, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de reconfigurer le système. On a simplement besoin de le fluidifier. Mais j'ai bien conscience que c'est paradoxalement peut-être beaucoup plus compliqué. Concernant la politique d'aménagement du territoire, oui, elle vient d'en haut. Et ça, c'est à mon avis l'une des erreurs fondamentales dans la décentralisation. On a fait 2 erreurs fondamentales dans les années 80. La première erreur, c'est de penser en termes de grandes métropoles devant faire contrepoids à Paris. Et au final, on n'a pas vraiment fragilisé Paris. On a surtout renforcé des grandes métropoles aux dépens de leur périphérie. Et ça, aujourd'hui, ça crée des gilets jaunes. Deuxième erreur, qui d'ailleurs est assez liée, on a considéré que la première chose à décentraliser, c'était les politiques d'aménagement du territoire. Or, je reviens à mon rapport du FMI, c'est le dernier truc à décentraliser. Il faut avoir une politique. Ça ne veut pas dire que les collectivités ne peuvent pas avoir un rôle dans l'aménagement du territoire, mais il faut avoir une vraie volonté d'aménagement du territoire au niveau central, tout bêtement parce qu'en effet, la Bourgogne, ce n'est pas l'Île-de-France, mais on ne va pas considérer que c'est à ce moment-là pas un problème que la Bourgogne soit dans une situation catastrophique. Il faut justement avoir une politique nationale d'aménagement du territoire pour créer les conditions de cette égalité. Moi, je crois dans la notion d'autonomie fiscale, beaucoup plus que d'autonomie financière. En d'autres termes, oui, on peut tout à fait avoir une part de l'impôt sur le revenu qui incombe aux collectivités territoriales. Le problème, c'est que l'assiette de cet impôt risque quand même d'être divergente sur l'ensemble du territoire. Nonobstant le fait qu'on égalise en effet cette partie et qu'elle soit universelle, c'était le problème avec la taxe d'habitation, c'est-à-dire que si j'ai une population moindre, moins riche, etc., c'est évidemment plus difficile. L'autre élément, il faut pouvoir jouer sur le taux. J'y reviens, et c'est un peu une redite, mais le principe de base de la décentralisation à la française, et qui n'est pas le principe de base de toutes les décentralisations où vous avez des États fédéraux, où ça n'existe pas et c'est pas envisageable. Mais ça, c'est très français et très républicain, c'est que justement, les collectivités doivent avoir un pouvoir de taux. Parce que c'est encore une fois la base du consentement à l'impôt. Si jamais je sais localement que mon impôt augmente, mais que ce n'est pas pour rien, c'est pour que demain, le jardin d'enfants dans lequel jouent mes gosses soit rénové, je comprends la motivation de l'impôt. Je comprends le sens de l'impôt et j'en vois concrètement les fruits. Ça, je ne peux pas le projeter au niveau national si on augmente mon impôt sur le revenu et que ça produit un porte-avions. Mais en revanche, je le vois au niveau local, et si je le comprends au niveau local, je le comprends au niveau national. C'est le principe de la phrase de Barnier, la commune et la petite république dans la grande. Si jamais je me projette comme républicain au niveau communal, je me projette comme républicain à terme au niveau national, et ça, il ne faut pas le perdre. D'où l'intérêt d'avoir cette autonomie fiscale et ce pouvoir de taux. Enfin, pour finir, tout dépend de la définition qu'on a du conseil régional. Si on veut faire, et on peut en discuter, je pense que là-dessus, mon voisin vous donnera le change et il y aura un débat entre vous. Mais si on veut faire de la région, si on veut revenir aux régions Pompidou, si on veut faire des établissements publics régionaux, à ce moment-là, en effet, on peut imaginer d'autres formes de composition. Et on peut imaginer, je dirais, des structures beaucoup plus souples quant à leur composition. Mais dès le moment où on considère que, c'est une collectivité et que cette collectivité a vocation à vraiment assumer des compétences, autrement dit, pas à les coordonner uniquement entre les départements, mais vraiment à les assumer, là, on rentre dans quelque chose qui implique malgré tout d'avoir une approche qui m'apparaît être démocratique de un électeur égale une voix. Et là, les divergences de composition peuvent poser plus de problèmes. Donc là, c'est un vrai choix.
qu'à mon avis, il faut arriver à trancher, peut-être après un beau débat. Alors, Jean-François Vigier puis Sébastien Chenu Oui. vont réagir. J'en profite quand même pour dire que l'un des sujets, c'est que les Français se plaignent du millefeuille. Et ensuite, quand on se tourne en disant, bon, alors on supprime quoi? Alors les gens disent, bah non, la commune, bah non. Les intercos, bah non. La région, bah non. Le département, bah non. Et donc, on revient au point de départ. Donc, c'est pour ça qu'il je dirais, il y a aussi cet effort de révision. Mais je cède la parole. C'est comme les 40 milliards. On prend acquis. Mais non, je voudrais juste, parce que j'ai plein de choses à dire, mais juste sur ce que vient de dire Benjamin, j'ai 2 remarques. Nous, on ne remet pas en cause le fait que l'État fixe des stratégies. Exemple, Lausanne. Que l'État fixe une stratégie nationale. Non, mais c'est la mise en œuvre dans les territoires qui est un problème et qu'on ressent comme tel. Moi, pour avoir représenté l'AMF dans des assemblées départementales de maires, dans tous les départements que j'ai faits, en 2024, la question portait sur la mise en œuvre de la loi dans les territoires, qui manquait de transparence et qui créait un profond sentiment d'égalité, parce que d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, on ne savait pas ce qui allait nous tomber dessus. Donc, il peut y avoir une stratégie nationale, mais en fait, c'est la mise en œuvre au niveau local. Regardez la stratégie sur la transition écologique. Le fait que le plan national d'adaptation y soit fait par l'État sans consulter les associations d'élus, c'est juste impensable, puisque c'est nous qui mettons en œuvre à l'arrivée, et c'est nous, en plus, qui devrons financer une bonne partie. Moi, dans votre rapport, monsieur le député, moi, il y a quelque chose qui m'a quand même heurté, c'est le fait que, quand vous parlez du rapport pour un choc de décentralisation, on a l'impression que décentralisation égale fragmentation de l'État. En gros, qu'il y a une dérive préoccupante, et vous employez le terme à un moment, de l'unité de l'État. Bon, le choc de décentralisation, ce n'est pas le CCIF ou les frères musulmans, hein, on n'est quand même pas là. Mais là, j'ai un désaccord qui peut être dit simplement, c'est que ce n'est pas parce qu'on donne plus de pouvoir aux collectivités locales qu'il y a un risque d'affaiblissement de l'État. Au contraire, c'est pour permettre à l'État central de reprendre la main sur ce qui relève du régalien, sécurité, justice, éducation, où on est en chute libre, disons-le, dans ces 3 domaines, qu'il faut que l'État lâche prise. Et sur tout un tas de compétences qu'il ne devrait plus assurer, qu'il permette aux collectivités locales, et pour ce qui concerne les régions, dès lors que la loi 3DS leur donne la possibilité de le faire, de prendre la main, et parce que au plus près de la gestion, nous saurons sûrement mieux faire qu'un État qui est éloigné. Et puis enfin, attention, parce que dès lors qu'on supprime une collectivité, ça a des conséquences, attention au trou béant entre le département et l'Assemblée nationale dans l'hypothèse de rendre embryonnaires les régions. Et puis encore une fois, chaque collectivité joue son rôle, et franchement, la région a un rôle stratégique en matière de développement économique d'un territoire, en matière de transport. Et puis, la fragmentation n'est pas... le pays ne sera pas fractionné parce que les collectivités ont davantage de moyens d'agir. Enfin, la devise de la République, ce n'est pas ADEME, DDFIP et URSSAF. On peut aller au-delà. Et puis, il y a un autre point aussi sur lequel j'en viens justement à la question de la différenciation. Parce que dans l'analyse de Benjamin Morel, il y a une différence fondamentale avec notre différenciation. Nous, notre différenciation, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire, c'est être plus efficace pour nos concitoyens. C'est avoir plus de compétences parce qu'aujourd'hui, elles sont mal gérées par l'État. La différenciation dont parle souvent Benjamin Morel, c'est la différenciation identitaire. C'est le risque, et c'est la crainte que tu portes aussi, disons-le, qu'il y ait des régions qui aient une volonté identitaire. Enfin, vous vous rendez compte que quand on a validé, quand on a approuvé notre délibération au Conseil régional, quelques semaines après, la Corse faisait à nouveau des demandes de liberté supplémentaires et qu'on était dans une situation où l'État répondait plus facilement à la Corse qu'à la délibération de Valérie Pécresse, qui est une délibération qui, au contraire,
veut plus d'efficacité pour les citoyens. Et puis, disons-le, si les citoyens sont mieux gérés, s'ils ont de meilleurs services publics, au contraire, ça renforce leur volonté de rester dans l'espace républicain. Enfin, c'est QFD. Et puis, je voudrais répondre à Sébastien Chenu sur un point, il a mentionné tout à l'heure, c'est la question de l'intercommunalité. Et là, il faut qu'on fasse très attention. Parce que le fait intercommunal est perçu de façon totalement différente en Île-de-France et en province. Moi, en Île-de-France, oui, je vous le dis, je suis revenu de l'intercommunalité parce que j'estime que sur la vie quotidienne, on ne sera jamais plus efficace qu'une commune. Et je peux vous raconter l'histoire d'un de mes collègues maires UDI d'une grande ville francilienne qui, lors d'une réunion entre élus UDI, remettait en cause le principe de l'intercommunalité et de son utilité en Île-de-France. Tous les collègues maires en province lui sont tombés dessus. Parce que la différence de l'organisation intercommunale en Île-de-France, c'est qu'il n'y a pas de ville-centre dans une agglo francilienne. Tout le monde peut s'estimer comme étant la ville importante de l'agglo. Quand vous êtes en province, dans des départements ruraux, vous avez la ville-centre, qu'elle fasse 15 000, 100 000 ou 200 000 habitants, vous prenez un compas, vous tirez le trait autour, qu'il soit à 10, à 15 ou à 20 km, et là, par contre, vous avez des petites communes, des villages qui ont besoin de la dynamique de la ville-centre. Et là, l'intercommunalité prend tout son sens. Donc, aujourd'hui, je serais mal de vous faire l'apologie de l'intercommunalité parce qu'en Île-de-France, je ne suis pas sûr qu'elle joue pleinement le rôle qui lui avait été assigné par la loi Chevènement. Et moi, je verrais plutôt, il y aura un syndicat mixte qui gérerait économie, transport, aménagement. Ça pourrait avoir du sens. Par contre, en province, je pense que le fait intercommunal, il a du sens et il rend un vrai service pour le développement d'un territoire. Alors, je vais céder la parole à Sébastien Chenu. Je précise que l'idée n'est pas de faire disparaître la région, mais elle est bien de faire un peu ce qu'on fait sur le PCI, et ce que vous validez au niveau communal. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des endroits où effectivement on a besoin de région, ou parce que la région a un vrai potentiel. Il y en a d'autres où la région est trop vaste, et donc je pense qu'effectivement, si on laissait la liberté à l'échelon intermédiaire, Grand Est disparaîtrait probablement. Il y aurait peut-être une région Alsace. Pourquoi pas? Et pourquoi il n'y aurait pas une région Alsace? Quand on regarde la carte de l'Europe, il n'y a qu'en France où on a estimé que toutes les régions devaient être grosses avec une masse critique. Vous allez voir en Allemagne, vous avez des petites régions, vous allez en Italie, vous avez toutes petites régions, vous allez en Espagne, vous avez toutes petites régions. Et donc, c'est là où, si vous voulez, on laisse faire. Mais évidemment, vous n'allez pas demander la même chose, je reprends votre argument de départ, à la région Île-de-France qui resterait telle qu'elle avec ses départements, et à une région Alsace qui serait composée de 2 départements. On peut penser que les départements alsaciens ne verraient pas le rôle de la région exactement de la même manière. Pareil, c'est pas la même chose d'avoir Paris au milieu ou Marseille, ou d'être une région vastement rurale avec peut-être 2-3 villes d'équipe. D'où, si vous voulez, l'idée quelque part de la fluidité. Après, effectivement, il peut y avoir un débat sur le fait de dire on le dépolitise, puisque c'est un peu la même réflexion que le PCI. Et pourquoi une collectivité territoriale, ce ne serait pas en modifiant la Constitution quelque chose où effectivement il n'y aurait pas que des élus par le peuple. Bon, c'est un sujet de juriste. Mais j'ai trop parlé. Sébastien Chenu, tu as été gravement mis en cause. Non, mais Donc, il y a deux sujets sur lesquels je voulais rebondir. D'abord, je crois que l'efficacité, c'est pas du tout ce que vous disiez, Jean-François. L'idée, c'est pas comme les 40 milliards d'euros qu'il faut chercher pour boucler le budget, de passer un coup de rabot partout. Les collectivités, c'est pareil, c'est changer le périmètre. Et si on ne change pas le périmètre, alors évidemment, on fera le coup de rabot comme on le fait au niveau national, et on n'ira pas vers une étape de décentralisation qui finalement répondent aux demandes de lisibilité et d'efficacité qu'expriment les Français. Le conseil territorial, le conseiller territorial me semble bien répondre à ça, c'est-à-dire à la nécessité de faire bouger le périmètre. Moi, je suis très hostile, par exemple, aux conseils économiques et sociaux régionaux, national aussi d'ailleurs. Je pense que c'est totalement inutile, que c'est redondant, que c'est coûteux. Ce sont des notables nommés par le pouvoir qui sont souvent complètement maqués
à la majorité régionale, c'est prétentieux, ça vient donner des leçons aux élus une fois par an, leur dire comment ils doivent penser, réfléchir, ça admoneste des conseils. Pour ça, on a des très bons rapports des cours régionales des comptes, ça devrait satisfaire, des chambres régionales des comptes, ça devrait satisfaire Julien, mais je les trouve beaucoup plus pertinents qu'une assemblée de gens non élus. S'ils veulent faire de la politique, ils n'ont qu'à se présenter aux élections, plutôt que d'attendre d'être nommés par des copains du pouvoir et qui viennent expliquer aux élus qu'ils ont toutes les solutions. Donc ça, moi, je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le seul intérêt que ça pourrait avoir, et c'est dans le rapport Valmy, j'avais trouvé ça pertinent, c'est que parce que ce sont des élus consulaires par exemple, président de chambre de commerce, président de chambre des métiers, président de chambre d'agriculture, puissent être intégrés à la structure régionale dans laquelle siégeraient aussi les parlementaires, on l'a dit, mais aussi les conseillers, ceux qui sont aujourd'hui conseillers départementaux en format régional. On pourrait ouvrir, ce sont aussi des élus, alors ça demande je crois une modification probablement constitutionnelle, mais ça je trouve que ça pourrait avoir du sens plutôt qu'une bande de copains qui viennent une fois par an raconter, dire la messe aux élus régionaux qui eux sont quand même élus par le peuple. Il n'y a pas de trou béant, Jean-François, je pense, du tout, avec la fonction de conseiller territorial entre la commune et l'État. Je pense que d'abord, puisqu'on intégrerait les parlementaires dans cette assemblée régionale, de fait, il n'y a pas de trou béant. On nous avait vendu, vous savez, les grandes régions, quand il y avait eu le débat, en disant, mais en Allemagne, ils font des grandes régions. Mais enfin, l'Allemagne, c'est un État fédéral. Déjà, c'est pas pareil. Qui sait qu'il est conseiller régional? Moi, je suis conseiller régional depuis 10 ans. On n'est jamais venu me tirer par la manche pour me demander ce que la région faisait, comment je pouvais aider à la région, quelles étaient les compétences de la région, est-ce que ça pouvait... Mais jamais une fois. Donc ça pose quand même aussi un problème. Moi, je suis très heureux d'être conseiller régional, de pouvoir me mêler des affaires de la région, mais je pense que je serais plus utile, d'abord si j'étais toujours parlementaire en siégeant dans une assemblée telle que celle qu'on a évoquée, plutôt que de fournir des bataillons de 300 conseillers régionaux dans des régions qui n'ont pas toujours de rapport entre Dunkerque et Chantilly en ce qui concerne les Hauts-de-France, qui n'ont pas toujours ce type de liens, qui ne se sentent pas tous, par exemple, appartenir aux Hauts-de-France. Sur les intercos, moi je pense qu'il faut les recentrer vers des coopérations techniques avec des logiques de mutualisation, des logiques de subsidiarité et pas se voir confier des compétences un peu à marche forcée qui diluent la démocratie, qui obligent aussi les élus, les maires à être très dépendants, qui rendent les maires très dépendants de structures qui sont parfois des outils de politisation des débats locaux. Les maires, combien de maires disent « je ne peux pas m'exprimer parce que sinon j'aurais plus ma subvention à l'interco ». Je trouve ça particulièrement évidemment scandaleux. Et puis il faudrait limiter leurs compétences par la loi. Il y aura un certain nombre de compétences, elles sont limitées par la loi. Et je pense que là, les intercos peuvent être utiles ou en tous les cas plus efficaces. Merci. Alors, l'idée, c'est que vous puissiez éventuellement poser des questions ou donner votre opinion. Monsieur, n'hésitez pas à parler d'une voix forte et assurée. Oui, avec le micro, ça va mieux. Oui, oui. On vous aide un peu. Joël Broquet, je suis le fondateur du Centre de formation des élus locaux que présida autrefois Yves Guéna. Aujourd'hui, je m'occupe de développement territorial et nous préparons d'ailleurs avec le groupement des industries françaises de l'énergie nucléaire, la fédération du BTP et quelques autres organismes professionnels des opérations autour de la notion de réindustrialisation du territoire, ce qui semble un problème clé aujourd'hui en France, ça a l'air d'être l'avis de tout le monde. Bien. Et nous cherchons bien entendu des partenaires. Nous préparons d'ailleurs le 17 juillet une manifestation sur ce sujet, et quand je dis des partenaires, dans les collectivités locales. Et je vous pose une question très simple. Au regard d'un problème aussi majeur que l'emploi, la réindustrialisation, la lutte contre les délocalisations et toutes ces choses-là, quels seront nos meilleurs interlocuteurs territoriaux ? Des conseils départementaux aujourd'hui, des régions, des intercos, et je citerai aussi des espaces non institutionnalisés comme les pays. Je le dis d'autant plus que, allez, pardonnez-le-moi, mais j'en fus un des auteurs avec le préfet Lorquin lorsque on a préparé la loi Pasqua qui instaurait le pays
qu'ensuite, d'ailleurs, Mme Zimmermann du RPR et M. Urvoas du PS se sont acharnés à détruire au nom de leur idéologie jacobine. Bien, excusez-moi, je m'égarais. Je reviens à ma question. Donc, selon vous, quelle est l'instance territoriale la plus à même? Peut-être d'ailleurs, cette question en induit une autre que je ne pose pas, mais que je formule quand même, qui est, est-ce qu'il ne faudrait pas donner à chacune de ces feuilles du millefeuille sa vocation propre? Après tout, si le département, et comme on me le disait quand je m'occupais de ces questions, le budget est de l'ordre de 60%, je crois, sur les questions sociales, d'aide sociale. Et aujourd'hui, avec les MNA, ça doit être encore bien mieux. Eh bien, qu'on donne au département son rôle d'assistance de la Caisse de sécurité sociale. Ça ne me gêne pas. Ça occupera le département. Et qu'on laisse à la région un pouvoir prospectif, certes, un peu moins cadré juridiquement, etc. etc. Alors, je termine mon discours, et ma question est la suivante. Quel est, selon vous, le meilleur partenaire, qu'il soit institutionnalisé, légal, pas légal, issu du jacobinisme ou pas, quel est le meilleur partenaire territorial à associer à la réindustrialisation et au sauvetage économique de ce pays? Alors, comme Sébastien Chenu doit partir, il doit nous quitter, je vais lui permettre de répondre à cette première question, qui sera pour lui sa dernière question. Merci, monsieur. Vous posez la bonne question, c'est la question du bon sens en réalité. Et je pense que la seule réponse pour apporter, c'est celle qui nécessite de définir les compétences par la loi. Parce qu'en fait, le croisement de toutes ces compétences amène ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quel va être le bon partenaire. Donc quand je disais tout à l'heure, il faut qu'on définisse pour les EPCI, pour les intercos, les compétences par la loi, je pense que c'est ce qui permet en tous les cas de répondre. Clarifier les compétences, ça permet évidemment, notamment en fusionnant comme on le propose, comme nous on est d'accord avec ce que propose Valmy, les échelons départementaux et régionaux, me semble permettre de clarifier les choses et d'avoir de fait un interlocuteur bien dimensionné et en tous les cas bien en lien aussi avec les enjeux du territoire. Jean-François Vigier. Non, moi je pense que la réindustrialisation du pays, elle passe évidemment par toutes les énergies, toutes les collectivités. Vous aurez besoin du maire, vous aurez besoin du conseil départemental, vous aurez besoin du conseil régional, vous aurez besoin du député et du sénateur. Sur un territoire donné, ce sont toutes les énergies. Et à côté de ça, toutes les organisations patronales, syndicales, pour avancer sur un projet. Ça me paraît évident. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer... en fait, moi, je suis un fervent partisan de la subsidiarité ascendante. C'est-à-dire que c'est l'échelon le plus à même d'exercer la compétence qui doit l'exercer. C'est ça le principe de base. Donc, en fait, toutes les collectivités, elles ont leur place, mais le sujet essentiel, c'est la ressource financière, sauf que la seule ressource financière, c'est la ressource fiscale. Comment dire ? L'idée même que nous puissions mener des politiques publiques, quel que soit notre échelon, repose sur une ressource fiscale. Et la ressource financière ne peut être qu'une ressource fiscale. C'est le contrat social qui nous lie aux habitants. Si à un moment, on a une stratégie à mener avec un effort à demander à nos concitoyens, on va leur demander de participer plus avant à cet effort. Ce n'est pas la dotation, c'est la ressource fiscale. Et c'est aujourd'hui ce qui nous manque. Oui, je rejoins en partie ce qui a été dit, c'est-à-dire que si vous voulez réindustrialiser, vous allez avoir besoin d'une politique de formation, vous allez avoir besoin d'une politique de l'emploi, vous allez avoir besoin d'une politique de transport, une politique d'aménagement du territoire. Il n'y a aucun échelon dont vous allez pouvoir vous passer en la matière. Et ça pose d'ailleurs un vrai sujet, c'est-à-dire que quand on essaye de saucissonner les compétences en silo, c'était le principe de la loi NOTRe, on voit rapidement que ça fonctionne assez mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout est transversal. Si vous touchez aux compétences économiques, in fine, vous touchez également aux compétences sociales. Et donc, ce faisant, s'il n'y a pas une coordination entre les collectivités et par l'État, vous n'arrivez au fond à rien. D'où le fait que, on l'a évoqué, moi
Moi, je crois beaucoup dans la notion de clause de compétence générale, parce que ça donne la capacité aux collectivités, dès lors qu'elles ont un intérêt local, à agir. Autre point sur ce sujet, la question de la fiscalité a été évoquée. Il faut également donner un intérêt aux collectivités pour agir. Là, en la matière, la suppression de la taxe professionnelle n'a pas été une extrêmement bonne idée, de même que la suppression de la taxe d'habitation. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas, à travers des impôts, un intérêt aux collectivités pour le développement territorial, voire même si vous ne leur faites supporter que des extériorités négatives, parce qu'au fond, si j'ai une entreprise, elle va potentiellement polluer, c'est une horreur, etc., mais mes habitants vont crier, eh bien à ce moment-là, je ne fais pas forcément des élus locaux des agents très actifs en matière de réindustrialisation. Donc là, en effet, je crois qu'en matière de fiscalité, on y revient, et ça m'apparaît l'un des points centraux, qui est quand même aujourd'hui l'un des points qui est un peu oublié quand on évoque ces sujets-là au niveau national. Je crois qu'en effet, on se leurre en oubliant. Alors, moi, je vais vous répondre. Le département. Parce que, vous aurez bien compris, moi, je synthétise. Regardez, ils ont fait un très bon diagnostic. L'industrialisation, c'est l'État. Quelle est la maille de l'État dans la République? Le département, le préfet de département. Donc vous avez besoin du préfet de département. Ça tombe bien parce que nous, on propose des départements en face. Vous avez le conseiller territorial, le président de PCI, les sénateurs, les députés. Sur quoi ont insisté mes collègues? Sur le fait qu'on avait besoin de tous les échelons. Et donc, évidemment, si vous prenez le département, par définition, les conseillers territoriaux siègent également à la région et donc ils feront le lien sur la formation et l'emploi. Les députés et les sénateurs, ces gens membres de droit, feront le lien avec le national. Et vous avez les présidents de PCI, et donc le lien avec les communes, qui est plus distinct. Mais enfin, je pense, alors ça dépend de quelle industrialisation on parle, enfin, si vous avez une industrialisation lourde, vous savez que le problème, notamment dans la transition écologique, c'est que vous pouvez avoir un maire qui décide de faire ses éoliennes au bout du terrain municipal, et la nuisance va se trouver chez le voisin. Donc c'est quand même intéressant que, si vous voulez, au niveau de l'intercommunalité, on ait de ce point de vue-là un petit débat sur certains projets, je dirais, structurants. Après, la petite industrialisation, je dirais, c'est moins grave. Donc voilà, merci pour votre question qui permet de montrer pourquoi je crois en cette répartition des compétences. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Hop, merci beaucoup. Paul Rousseau, j'ai pas encore beaucoup de titres et qualités à faire valoir, plus tard peut-être. Citoyen Rousseau, alors. Exactement, c'est très bien, c'est très jacobin. Alors, j'ai pas lu le rapport, mais j'avais une question sur la simplification, qui me paraît une des premières choses qu'on peut mettre en œuvre, et la question des outils concrets pour le faire. Comment cibler les blocages, les faire remonter et les déverrouiller? Actuellement, je sais qu'il y a la délégation interministérielle à la transformation publique qui a créé un mécanisme qui s'appelle France Simplification, où les préfets font remonter un certain nombre de blocages pour que la DITP justement essaie de les débloquer. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire ça en passant aussi par les collectivités, ou quels autres moyens vous voyez pour faire cette simplification? Alors, je vais faire réagir et après vous aurez la position de l'Institut Valmy. Monsieur Morel, monsieur Vigier? Réponse simple sur une question complexe. Le livret explicatif, je le dis encore devant le sénateur Blanc, de la loi ZAN, c'est 180 pages. Donc vous voyez la simplicité du document. Et je pense que moi, il me faudrait un service de 10 personnes en mairie si je devais faire remonter à l'État la complexité que nous vivons au quotidien. Là où il y a une vraie complexité, c'est que tout à l'heure, Benjamin Morel parlait de l'assèchement des ressources de l'État dans les collectivités déconcentrées. La question aussi, c'est l'efficacité de l'État. C'est-à-dire que le préfet n'a pas autorité sur ses services. Donc c'est quand même un vrai problème aujourd'hui. Savoir que l'élu peut saisir le préfet d'un problème, d'une question, mais pour autant, le préfet n'a pas la capacité à lui régler ce problème. Donc la simplification, oui, nous, on le demande, mais la simplification aussi, elle passera par la capacité aux collectivités locales à avoir plus de compétences. Parce que small is beautiful. Et les petites structures agissent plus simplement et émettent des règles beaucoup plus simples.
Parce que tout ce qui nous tombe de l'État central, c'est toujours très compliqué. Monsieur Morel. Voilà, je ne suis pas sûr que ce qui est fait par les collectivités soit forcément plus simple que ce qui est fait par l'État, mais on se rejoint en grande partie. Après, en matière de décentralisation, vous avez également des usines à gaz. Tout à l'heure, on a parlé de la loi 3DS, loi décentralisation, déconcentration, différenciation, simplification. Je crois qu'il n'y a personne qui, en moins de 2 heures, pourrait résumer le fondement de cette loi, tellement c'est une usine à gaz. Donc, si vous voulez, à chaque fois, la loi simplification qui actuellement est en discussion et qui passera, je crois, en septembre en CMP, c'est également une usine à gaz. Donc, la simplification crée elle-même des rouleaux compresseurs et des usines à gaz complètement habitables. La question, c'est comment, en la matière, on est beaucoup plus économe en matière normative. Et ça, c'est pas si simple parce qu'en fait, c'est pas seulement de l'accidentel d'une certaine façon. Il y a 2 façons dont on a conçu les choses. D'abord, comme on a un État notamment qui n'est plus en capacité, pour des raisons financières, d'intervenir sur le terrain, eh bien, il cherche à réglementer, à réguler. Quand vous n'agissez pas directement, vous essayez de contrôler les acteurs pour quand même obtenir à terme ce que vous n'arrivez pas à faire vous-même. Et donc là, on pose la question de l'État sur le territoire. Le deuxième élément, c'est qu'on a peur de notre ombre. En d'autres termes, l'État, c'est méchant. L'État, vous pensez, il pourrait agir, et s'il commençait à agir, eh bien, il produirait des horreurs. Il mettrait en scène un truc horrible qu'on appellerait la puissance publique, et donc ça, on ne veut surtout pas. Donc on va créer tout un tas de comités théodules. On va en effet agencifier l'État. Résultat, l'État est complètement impotent, et c'est en effet pas l'inverse de la décentralisation. C'est-à-dire que vous avez dès lors des élus qui vont voir le préfet dit « je ne peux pas ». Il n'y a rien de pire qu'un État avec un préfet qui dit à un élu « je ne peux pas ». Et donc là, c'est une vraie philosophie de l'État et de ce que l'on veut faire de l'État qu'il faut aujourd'hui repenser, à l'inverse de ce que l'on apparaît regretter, mais en fait qu'on a souvent sciemment organisé. Alors, je vais également vous répondre. Je pense, alors d'abord sur la réponse, l'idée de simplifier par le national est à mon avis très compliquée. C'est pour ça qu'on a proposé ces sous-préfets qui viendraient alléger la norme, parce que c'est une forme de simplification qui ne dit pas son nom, par suspension de la norme. Et sous-préfet, relié à un préfet départemental, il se trouve que l'échelon départemental, c'est un échelon où vous auriez des parlementaires, et donc on peut penser que, par exemple, le préfet de département pourrait tous les ans venir devant le conseil départemental, expliquer et écouter, échanger avec des présidents d'intercommunalité, des conseillers territoriaux et des parlementaires, et que, je dirais, ce travail puisse remonter et infuser au plan national. Néanmoins, je pense que sur la complexité, ça a été en partie ouvert, ce dossier, c'est que d'abord, nous sommes dans une société d'irresponsabilité illimitée. En d'autres termes, à force de vouloir mettre du check and balance un peu partout, eh bien, plus personne ne peut agir seul. L'idée étant que c'est mauvais celui qui décide tout seul. Ça produit des situations où, quand vous voulez financer un terrain de basket, vous avez 4 élus, 4 collectivités. D'ailleurs, vous le voyez aux inaugurations. Moi, j'ai connu une inauguration un jour, il y avait 8 personnes qui prenaient la parole. Entre ceux qui avaient de l'argent, mais pas la compétence, ceux qui avaient la compétence, mais pas l'argent, ceux qui avaient la compétence et l'argent, et chacun devant justifier quand même son utilité sociale, parle au moins 10 minutes. À 8 personnes, ça fait très long. Surtout que vous en avez toujours un qui dérape, parce qu'il oublie qu'il y en a 6 derrière lui. Avant, c'est vrai qu'on est dans une situation un peu moins drôle, mais vous aviez un type qui était député, président du conseil départemental, président du conseil régional et maire. Donc effectivement, c'était Dark Vador, il arrivait, il décidait de tout. Alors, je pense qu'on est passé quand même d'une situation à une autre, d'un excès à un autre. Bon. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est sur, vous savez, le sujet de la surtransposition. Alors je vous donne mon témoignage d'ancien parlementaire. Je pense qu'une partie du problème de la surtransposition vient du fait que le Parlement cherche son rôle. Parce que vous avez 80% des textes qui en réalité sont dictés par Bruxelles. Mais vous ne le savez pas quand vous êtes parlementaire. C'est-à-dire que le gouvernement ne vous dit pas « je dépose ce projet de loi », mais en réalité, 80% des choses, c'est une transposition de directive. Il vous dit « j'ai eu cette idée, il faut faire ça ». Vous découvrez, et puis vous proposez des choses en moins ou en plus. En moins, on vous dit « non, c'est pas possible ». Et pour cause, c'est pas possible puisque vous transposez. Mais comme on ne peut pas dire qu'on transpose, on vous dit « non, il n'est pas possible de descendre en dessous ». Donc comme vous devez, là aussi, c'est un problème social, expliquer que vous êtes un bon parlementaire, vous cherchez à être en plus.
Donc plus de sécurité, plus de protection, et qu'est-ce qui se passe si... Et puis bon, pour peu que vous ayez un peu de jeu politique, lui propose ça, vous allez proposer mieux, donc c'est le mieux-disant. Et puis comme vous n'avez pas non plus de grandes réflexions budgétaires derrière, éventuellement vous avez quelques arguments budgétaires, mais l'argument de la norme, qui est un impôt qui ne dit pas son nom, personne n'y pense. Et donc à la fin, vous arrivez avec un texte qui était déjà un peu lourd, et vous avez rajouté une couche pour dire, regardez, on est des bons parlementaires, on a amélioré le texte. Voilà. Et comme on ne prend jamais le temps de venir codifier ou nettoyer tout ceci, vous avez des couches, voilà, et puis vous avez des ministres aussi qui ont besoin d'une loi. Enfin, tout ça fait, nourrit le millefeuille. Ce n'est que mon point de vue, et je n'ai pas d'études sociologiques, mais 10 années de Parlement m'ont conduit à cette conclusion, un peu navrante. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Alors, n'hésitez pas à prendre le micro. Oui, mais n'hésitez pas à prendre le micro. Nous donnons la parole aux forces sociales, monsieur. J'étais suppléant. Je me suis présenté avec monsieur Asselineau en 2017. Puis après, Alexandre Juvin-Bonnet. Bon, au départ, je suis un syndicaliste, je n'ai jamais fait de politique. Mais vous dites qu'un élu député ne sait pas que les lois ils viennent de Bruxelles à 80%, c'est inquiétant. Attention, on sait qu'elles viennent à 80%, mais quand vous avez un texte de loi qui arrive, on ne vous dit pas voilà ce qui est une transposition d'un texte bruxellois et voilà ce qui est la cogitation des services. C'est-à-dire que moi, j'ai voté des lois, ou j'ai discuté de lois, et j'ai découvert après, des mois ou des années après, qu'en réalité, c'était la transposition sur de larges aspects et qu'en fait, il n'y avait pas de débat. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, par exemple, on a eu le débat sur les ZFE. Sur les ZFE, il y avait un enjeu européen. Moi, j'ai essayé de faire péter ça en expliquant par X et Y que c'était une folie, que ça allait conduire à des fortes exclusions sociales. Le ministère ne m'a pas dit, mais on ne peut pas l'enlever parce qu'on s'est engagé à Bruxelles. Il m'a dit, non, mais on ne peut pas l'enlever parce qu'on ne peut pas l'enlever, parce qu'on ne veut pas l'enlever. Bon, donc on dit, bon, ok, c'est un différentiel politique. On ne comprend pas qu'en réalité, le ministère est bloqué. Donc c'est en ça, si vous voulez, que... Voilà. On devrait d'ailleurs, ce serait drôle d'ailleurs, intéressant un jour, qu'on oblige, quand on a un texte de loi, de mettre dans des couleurs différentes ce qui est une transposition et ce qui est négociable. Et là, on réaliserait qu'en réalité, on perd notre temps sur 10 articles où, en fait, en réalité, on n'a pas le droit, en réalité, de revenir en dessous d'un certain... Et quand je vois un député, je pense dans ma circonscription de Péronne, c'est Yann Ménage, député RN, quand je pose un article de la Constitution française, incapable de répondre. Bon, je vois des députés, ils ne connaissent même pas la Constitution française. C'est grave. Moi, je ne suis même pas député rien. Sur le code du travail, je suis assez costaud. Je me suis penché sur la Constitution. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de députés, ils ne savent pas. Alors, c'est dommage parce que pour le coup, vous aviez sous la main un député RN qui aurait pu vous répondre, mais comme il est parti, je ne pense pas que mes collègues vont prendre la défense du Rassemblement national. Moi, j'étais à la confrontation avec Yann Ménage pour défendre l'hôpital de Péronne, pour préserver la maternité. Il n'a rien fait. Je suis désolé de le dire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur la décentralisation? Oui. Alors, Jean-Baptiste Rosière, qui par ailleurs est le patron des rapporteurs de Valmy. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur le sujet de la simplification et des normes, qui est quand même un sujet important quand on parle de décentralisation. On l'a bien vu. Mais tout d'abord, comme on vient d'en parler, effectivement, il y a un sujet de... on parle souvent de l'État, mais finalement, c'est quand même à la base, c'est le législateur qui a quand même imposé toutes ces lois et dont la plupart des règlements découlent. Et comme on vient de le dire, c'est quand même beaucoup de choses viennent de l'Union européenne. Et du coup, Monsieur Vigier, vous parliez tout à l'heure de la capacité, de la possibilité qui pourrait être donnée aux collectivités territoriales, en particulier les régions, de pouvoir récupérer une partie de pouvoir réglementaire. Mais une première question, est-ce que du coup, en contrepartie, les régions, ou les collectivités, je ne parle pas des régions spécifiquement, mais c'est vous qui en parliez à ce moment-là, seraient prêts aussi à prendre, en assumer les conséquences qui découleraient de ce pouvoir réglementaire? Parce que si, comme on vient de le dire, l'Union européenne, du fait de la transposition de directives, impose une bonne partie de nos réglementations, notamment nos réglementations en termes d'environnement, de transition écologique, mais tout cela concerne quand même très directement l'aménagement du territoire. Est-ce que
du coup, ces collectivités seraient prêtes, selon vous, à assumer les conséquences, y compris financières, de ce pouvoir réglementaire, puisque notamment s'agissant de la transition écologique imposée venant de Bruxelles, il y a actuellement une douzaine de contentieux européens imposés à la France du fait en fait de décisions qui ont été prises localement. Et ces contentieux, si on en arrive à la condamnation de la France, ce sera l'État, en tout cas le budget national, qui en paiera les conséquences, les amendes, du fait de décisions locales. Donc c'est un micro-sujet, puisqu'actuellement il y a qu'une petite douzaine de contentieux, mais on imagine bien que si un pouvoir réglementaire de dérogation ou même de création réglementaire était donné aux collectivités, il y aurait ce sujet qui se poserait de savoir qui paye les conséquences de décisions locales et qui se retrouverait. Donc je prends l'exemple de l'Union européenne vis-à-vis de la France, mais c'est un exemple. Et deuxième question, mais toujours dans ce sujet de la simplification, de la difficulté de l'application des normes, il y a et là peut-être que M. Morel pourra nous éclairer, un sujet que j'ai découvert qui s'appelle l'indépendance des législations, qui a été inventé, découvert, enfin, toujours le bon terme, par le Conseil d'État, qui fait que quand 2 lois, 3 lois, 4 lois s'appliquent, en particulier sur un territoire, le préfet doit appliquer toutes ces lois dans toute leur rigueur et sans discrimination. Ce qui fait, et je pense que là, les locales que vous êtes va bien voir de quoi je parle, quand vous voulez faire un projet, mettons, de logement, vous devez à la fois respecter des lois sur l'environnement, par exemple le ZAN, des lois sur la protection des populations si jamais vous êtes en zone inondable, des lois sur le bâtiment, on a parlé de l'aménagement notamment pour les personnes handicapées, et aussi des lois sur le respect du patrimoine si jamais vous êtes à moins de 500 mètres d'un bâtiment historique. Et selon cette invention législative, enfin pas législative mais juridique de l'indépendance des législations, tous ces sujets doivent s'appliquer avec la même rigueur et avec le même niveau. Donc, je parle de tout ça sous le contrôle de M. Morel qui pourra peut-être mieux préciser que moi. Et du coup, est-ce que finalement le sujet est uniquement de simplification ou peut-être aussi de priorisation quand on a cette contrainte qu'on s'est imposée à nous-mêmes, alors pas par la législation mais par le pouvoir judiciaire, sur aussi, non pas que simplifier, mais aussi être juste capable de dire, quand je veux faire un logement et qu'il y a un château pas loin de la mer et aussi une espèce en danger, pouvoir dire quelle est celle que je priorise pour plus facilement faire mon sujet et ensuite je Alors, descends. Il nous reste 10 minutes, donc je vais vous proposer de répondre. Et si Jean-Baptiste voudra dire un mot de la fin pour envelopper et développer en 5 minutes, donc allez-y. Non, ce n'est pas de la priorisation, c'est de la différenciation dont vous parlez. Et là, je trouve, pour le coup, que d'une région à l'autre, d'un territoire à l'autre, montagne, mer, on doit avoir la capacité de s'adapter. Ensuite, vous me dites, vous avez donné l'exemple de la transposition. Bon, j'ai pas d'exemple. Vous m'expliquerez à quoi vous faites référence concernant des recours qu'il y a auprès des autorités européennes sur des décisions locales. Nous, on vit plutôt des décisions nationales, et prenons l'exemple de la transition écologique, ou de la surtransposition excessive. Et, vous parliez de surtransposition, et je vais vous donner un exemple qui va nous tomber dessus au mois d'octobre. C'est la directive européenne sur les économies d'énergie, qui va venir s'additionner au décret tertiaire, qui était déjà une obligation pour les collectivités à accélérer fortement sur la rénovation énergétique des bâtiments, puisque là, on parlait de 1000 mètres carrés. La directive européenne qui est d'ores et déjà transposée et qui devient effective en octobre, elle va demander aux collectivités tous les ans de rénover énergétiquement l'équivalent de 3% de tous leurs bâtiments de 250 mètres carrés. Voilà. Joyeux Noël, Félix. En fait, c'est ça, en fait, ce qui nous tombe dessus perpétuellement quand je parle de normes. Mais aucun parlementaire n'a soulevé le débat de savoir si c'était bien que cette directive nous tombe dessus tout de suite maintenant dans les capacités financières que nous avons. Et puis, un dernier point sur cette affaire de spécificité de chaque territoire. Rappelez-vous, dans notre rapport, il y avait une proposition que la région Île-de-France fixe le montant de l'assurance chômage. Pourquoi ? Parce que le niveau
de chômage d'une région à une autre, il n'est pas le même. C'est dommage que M. Chenu soit parti, parce que je lui aurais dit que, pour le coup, l'État est complètement inégalitaire. Regardez sa commune, qui lui est chère comme Denain, 32% de chômage. En Île-de-France, niveau moyen, 7%, on est pratiquement au plein emploi. Si nous, on régionalise l'assurance chômage, on va pouvoir prendre la décision d'indemniser un cadre mieux qu'ailleurs, mais sur une période plus courte, parce qu'on sait qu'il va avoir une chance plus importante de retrouver un emploi. On va pouvoir également mettre le paquet sur ce qu'on appelle les professions de première ligne, les métiers dont on a besoin en Île-de-France, pour la santé, pour l'animation, pour l'éducation. C'est là-dessus, c'est sur ces instruments qu'on peut jouer. Et là, on a un vrai rôle politique qui est devant nous et que l'État devrait lâcher. Benjamin Morel, et après Jean-Baptiste. Alors, je réponds rapidement sur l'assurance chômage. C'est la même question que sur le SMIC. Si on fait ça, demain, vous avez, et c'est le cas notamment, c'est ce qui a introduit de vrais décrochages, je pense notamment à l'Espagne, vous avez une partie de la France qui se transforme en tiers-monde. Et je crois qu'il faut être extrêmement précautionneux sur ce type de sujet. De même, alors sur le sujet de la priorisation, entre guillemets, on est malheureusement, sur le fond, juridiquement, contraint d'être d'accord avec le Conseil d'État. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une loi et qu'elle est l'expression de la volonté générale, on ne peut pas hiérarchiser cette expression de la volonté générale. Le problème, et on y revient, c'est est-ce que là-dessus, c'était évoqué par Julien tout à l'heure, est-ce que là-dessus, le législateur est toujours dans son rôle et est-ce qu'il ne va pas trop loin? Dès le moment où on a des lois trop bavardes, trop précises, évidemment, elles se heurtent et se posent la question légitime de comment est-ce qu'on priorise. Alors, c'est pas vraiment la différenciation, parce qu'il y a vraiment le choix de la collectivité territoriale, c'est plus le juge à le faire, mais malgré tout, forcément, on arrive à ce type de conflit de normes et des élus qui vont être pris dans des injonctions contradictoires. Donc là, l'un des apports de la Constitution de la Ve République que l'on a vraiment oublié, c'est justement le domaine de la loi et le domaine du règlement. Et ça, Debré y tenait, réellement. C'est un truc qui est complètement, aujourd'hui, mis sous le boisseau. On le traite à géométrie très, très variable, alors que c'est vraiment la solution à beaucoup de nos problèmes et que tout existe dans la Constitution. 41-37-2, on a déjà à peu près tout. Et donc, je crois qu'il faut vraiment y réfléchir. La question posée sur les directives est extrêmement importante, notamment concernant le pouvoir réglementaire, parce que le vrai obstacle au pouvoir réglementaire des collectivités territoriales aujourd'hui, il n'est pas tant juridique, en partie, mais il n'est pas tant juridique, il est matériel. Comment parvenir effectivement à exercer un pouvoir réglementaire de la part des collectivités territoriales sans prendre de risques juridiques complètement fous, sachant que ça implique d'avoir une petite armée de juristes qui écrivent vos actes réglementaires. Donc ça implique de poser la question, évidemment, des moyens des collectivités, mais également de l'administration déconcentrée. Poser la question du rescrit préfectoral, poser la question d'un accompagnement technique des collectivités. Si demain, il n'y a pas cet accompagnement technique, on peut ouvrir les voies à un pouvoir réglementaire plus large au niveau local. Il sera probablement anémié avec des modèles qui seront tout préparés par les ministères et que les collectivités signeront, tout bêtement parce qu'à part les collectivités les plus riches, elles n'auront pas les moyens de vraiment disposer d'une norme qui sera une norme originale sans prendre des risques vis-à-vis de l'Union européenne ou vis-à-vis du juge administratif. Alors, le dernier mot est au législateur. Le sénateur Jean-Baptiste Blanc, qui est le spécialiste de la ZAN en France, va venir nous donner son point final. Jean-Baptiste. Ah ben, il ne se déplace même plus. J'ai combien de temps? Que de 5 minutes. Parce que le ZAN, non, pas sur le ZAN. Étant une nouvelle passion nationale, j'invite l'Institut à s'emparer de ce sujet à l'occasion d'un prochain colloque ou conférence. Il faudra réinviter Jean-François Vigier, avec qui je travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années. J'en profite pour saluer ton travail à nos côtés, ce sujet extrêmement complexe. Mais d'abord, Julien, merci infiniment pour cet après-midi et également pour la qualité des échanges. Je crois qu'on aura tous apprécié chacune des interventions brillantes, donc c'est pour ça que je ne vais surtout pas me permettre d'en faire la synthèse. En tout cas, on va retenir au-delà de ça qu'il y a 2 lectures d'été, c'est le rapport de l'Institut sur le sujet, outre la thèse de Benjamin de 800 pages sur le Sénat et sa légitimité. C'est ça, hein, c'est plus que jamais d'actualité, en effet. J'aurais tellement d'observations à faire, j'en ferai que 2 ou 3 très rapidement en guise de
modeste propos conclusif, c'est déjà effectivement l'Europe, quel sujet. Sur le sujet du ZAN, donc vous aurez compris que c'est ma passion, il y a aussi une directive sur la santé des sols qui arrive et qui inquiète le législateur, parce que quand il va falloir transposer cette chose-là sur la santé des sols, je ne dis pas que le sujet n'est pas important, je me demande qu'est-ce qu'on aura comme marge de manœuvre juridique et qu'est-ce qui nous restera comme foncier au final en tant qu'élus locaux. Il faudrait toute une soirée là-dessus. Mais la santé des sols, là, je vous alerte là-dessus. Décret, loi, Benjamin, là aussi, il faudrait plusieurs colloques. Sur le ZAN, le pouvoir réglementaire a piétiné le pouvoir du législateur. Il a fallu que l'Association des maires de France, de Jean-François, saisisse le Conseil d'État et un des recours a prospéré. Donc ce n'est pas par hasard. Donc, ça veut dire que quand l'État profond ne veut pas d'une loi, il se débrouille vraiment de faire en sorte de ne pas l'appliquer. Et je vais revenir là-dessus. Je m'adresse à vous, mais après, je suis heureux de voir que la décentralisation et l'autonomie financière et fiscale, ça intéresse encore. On dirait que ce sujet a été enterré depuis des années et que, voilà, pouvoir fiscal local. Donc la libre administration, je parle sous le regard inquisiteur du constitutionnaliste, mais c'est quoi? C'est l'autonomie financière et peut-être fiscale. Et a priori, depuis 2003, une révision constitutionnelle, il faudrait qu'une part prépondérante, on ait une part prépondérante de ressources propres. Ça n'intéresse personne, ce sujet, depuis 20 ans. Et surtout pas le juge constitutionnel. Parce que dès lors qu'on transfère une recette d'État à des collectivités, TVA, genre, ça suffit. Mais là, en quoi la TVA est un impôt local? Il n'y a plus d'impôts locaux, il n'y a jamais eu d'autonomie financière, et encore moins d'autonomie fiscale. Et au moment où il faut porter de nouvelles compétences environnementales comme celle du ZAN, on va la financer comment? Voilà. Alors après, pour finir, moi j'ai l'impression, en tant que voilà, élu local et national modeste depuis quelques années, qu'à l'échelle locale, nous avons des élus locaux et même un État local qui s'épuise, pendant que ce temps-là, un État national, un État profond, lui, sait très bien où il va. Alors, vous avez parlé d'ailleurs à ce sujet à plusieurs reprises de la nécessité d'avoir une vision de l'État, une nouvelle politique de l'aménagement du territoire. Parfait. Depuis 5 ans pour travailler sur ce sujet, je cherche où sont les grands serviteurs de l'État, où sont les grands instituts, alors tant mieux s'il y en a un maintenant qui se penche sur le sujet, qui nous aide à définir une nouvelle politique de l'aménagement du territoire. Il n'y a plus personne que ça intéresse. Alors, évidemment, les territoires maintenant sont livrés à eux-mêmes. Voilà. Si il y a une poignée de hauts fonctionnaires que ça intéresse, ils sont à la DHUP. DHUP, c'est l'urbanisme. Ils sont au SGPE. On pourrait en parler. Et eux savent très bien où ils vont. C'est-à-dire que non seulement il y a le réflexe centralisateur qui fait qu'ils n'ont jamais eu confiance dans les élus locaux. Alors sur mon sujet du ZAN, sur notre sujet du ZAN, ils m'ont dit « Mais comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance ?» C'était de plaider pour vos élus locaux, territorialiser les choses, faire du cas par cas, différencier, etc. Alors même que vos amis, les élus locaux, ont surartificialisé le pays, ont massacré le littoral français, et n'ont été capables que de faire des lotissements en perte de vue, des zones d'activité, des zones commerciales, des parcs de logistique qui bouffent de la terre devenue sacrée, sans créer vraiment d'emplois. Voilà. Sous-entendu, vos amis locaux, ils ne sont pas très nets non plus, niveau probité. Donc ils ont fait n'importe quoi avec le foncier, et ils ne sont pas très probes. Donc, éternel réflexe de l'État, il n'y a que lui qui sait faire, et aggravé maintenant par l'urgence climatique. Et là, ils disent, comme il y a urgence climatique entre-temps, vous allez nous laisser faire. Donc ça donne quoi? Ça donne ce monstre du ZAN. Là aussi, on a parlé avec le député parti des Césaires et tous les organismes consultatifs qui donnent des leçons du matin au soir. Donc là, en l'espèce, c'était la Convention citoyenne sur le climat qui a justifié la loi climat-résilience. Donc nous retrouvons depuis à nous justifier devant ces gens, j'ai fini Julien, mais à nous justifier devant ces gens tirés au sort, tirage au sort d'ailleurs dont on pourrait discuter, et qui ont demandé à l'État d'aller plus loin encore dans la centralisation, on n'utilise même plus ce mot, c'est-à-dire d'accélérer la planification. Cette planification, ça donne quoi? Un État qui s'appuie sur les régions, pour leur demander de muscler leur SDRIF et leur SRADET, les schémas d'aménagement régional, pour qu'ils écrasent tous les documents d'urbanisme locaux, SCOT, PLUI, PLU et autres. Parce que seul l'État sait faire. Mais comme l'État n'a plus les moyens, il demande aux régions de le faire pour son compte.
Donc, accélération de la planification, ça ressemble à du Gosplan, parce que tout ça, je vais y revenir juste après. Et ensuite, l'État n'est capable plus d'une autre chose, c'est de pondre de la norme. Donc je vous donne vraiment, enfin je vous souhaite du plaisir si vous souhaitez lire les décrets sur le ZAN, sur la définition de l'artificialisation. Il faut vraiment s'accrocher. Voilà. Ça, par contre, ils savent faire. Voilà. On sait très bien, quand on lit tous les manuels de planification, c'est pas inutile de planifier, encore moins d'avoir une vision de son territoire. Encore faut-il concerter, associer, dialoguer. Ça, ils l'ont pas fait. Et encore faut-il accompagner, Jean-François l'a dit à plusieurs reprises, accompagner les élus locaux. C'est-à-dire leur donner les outils, les financements, la fiscalité, voilà, ceux qui n'ont jamais fait non plus. Donc pondre des plans et des normes, oui. Accompagner et écouter, accompagner, non, toujours pas. Donc ce pays n'en a pas fini avec cette question-là. Elle est pourtant tellement centrale. Si je peux avoir 30 secondes encore, Julien, je vous permets de vous alerter sur les COP régionales. Ce truc extrêmement cosmétique qui a été créé par le SGPE, donc le secrétariat général, la Planif. Donc on installe des COP, c'est très sympathique. Mais c'est quoi les COP? On demande aux régions de mettre en œuvre des dizaines d'indicateurs de performance. Donc mieux se loger, mieux se nourrir, mieux se déplacer. On est tous d'accord avec tout ça. Voilà. Et finalement, on demande aux régions, enfin l'État demande aux régions de se comporter comme des certificateurs, voilà, des commissaires aux comptes qui vérifient si les toutes petites collectivités locales à bout de souffle avec ses bénévoles, voilà, respectent les indicateurs de performance. Et on va faire dépendre le peu de financement qui reste du respect de ces indicateurs de performance. Quel est le modèle démocratique de ces COP? Moi, je m'interroge là-dessus. Alors s'il y a des grandes messes qui donnent l'illusion d'une concertation, d'une participation des élus et du public. Mais c'est qu'une illusion, parce que là aussi, les élus locaux ont l'impression que ça tombe d'en haut et que c'est fait sans eux. Donc à la fois, on leur demande de faire, et en même temps, on ne les associe pas et on ne les accompagne pas. Donc c'est vraiment inextricable, cette affaire. Donc, merci à Valmy de s'emparer de ce sujet, à un moment important de l'histoire, parce que ça va être les municipales, quoi qu'on en dise très, très vite, et un long cycle électoral dans la foulée, donc c'est le moment de se poser les questions qui tuent. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je suis heureux que ce soit au Sénat. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés par la suite des travaux, vous pouvez retrouver le rapport sur institut-valmy.fr. Vous pouvez aller régulièrement envoyer un mail si vous voulez recevoir les projections futures, sachant qu'il y aura dans les mois à venir un rapport sur la politique économique post-capitaliste, un rapport sur le choc de souveraineté juridique, un rapport sur quelle politique énergétique, et probablement une journée sur quelle politique arabe de la France, de l'Algérie jusqu'à la Palestine. À bientôt.